La famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on discute avec Rémi, un ancien quarterback qui est arrivé jusqu'en équipe de France, qui a carrément monté son club, donc c'est hyper intéressant. On va parler de ce que c'est que de monter une structure, créer un club. Mais à côté de ça, c'est un photographe et j'ai bossé pour lui. Il a photographié tout le monde du sport, toutes les plus grandes marques et les plus grands noms du monde du sport. Je pourrais même pas te les citer. Il y a peut-être genre Michael Jordan qu'il n'a pas shooté. Le reste, il a presque tout fait. Le plus intéressant, c'est que moi, j'ai bossé avec lui, j'ai appris énormément avec lui. On se pose, on discute foot, photo, création, business. Il y a plein de choses intéressantes. J'espère que vous avez kiffé. Mettez 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous comme d'habitude. Merci pour la force que vous me donnez. C'est grâce à ça que je m'éclate sur Podium. Voilà. Bonne écoute. Rémi, bienvenue chez moi. Bienvenue sur Podium. On a fait le pire check du début. On le fait encore. Rémi, bienvenue chez moi. Merci. C'est comment? Parce que si vous regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer de très important. On a changé de sens. D'habitude, c'est moi de ce côté et c'est lui de mon côté. Rémi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne pouvais pas être de ce côté? J'en peux plus de ton fond horrible. Ça fait des années qu'on se le tape, ce fond jaune Ikea là. J'en peux plus. Je voulais pas que derrière moi il y ait ce fond là. J'en pouvais plus. Vous aimez pas les bandes comme ça? Dites-le moi hein, dans le chat si vous aimez pas. Moi j'adore. Depuis que je te connais, je suis tes vidéos. Oui. J'y a ce putain de fond. On l'a mangé dans tous les sens. Je n'en pouvais plus. Ouais, je sais. Donc il a dit il voulait pas être de ce côté. Dans les commentaires ou dans les commentaires en rediffusion ou en live, shout out à mon ex. Vous pouvez écrire shout out à l'ex de Samy qui a peint derrière moi parce que c'est vraiment mon ex qui a peint ça. Donc shout out à elle. Mais je peux te dire officiellement et je le dis aussi au podcast, ça me permet de faire ça. Je compte repeindre. J'espère. Quelle est la nouvelle DA? Il y a une nouvelle couleur? La DA Podium, tu vois. Le petit vert. Mon vert. Pas mal. Un petit peu boisé, un petit peu bois et tout. Donc voilà, ça l'objectif. Impeccable. J'ai J'ai hâte de voir. Après, il faut que je fasse venir des artisans qui font le truc et tout. Enfin, ce que je vais pas Ouais, repeindre fais un tout truc seul. propre. Je vais pas repeindre tout seul. Fais un truc propre. C'est mort. On connaît les trucs tutos. On va sur YouTube, non? Exactement. On rentrera peut-être ou peut-être pas dans le sujet, mais on a quelqu'un à côté de moi qui a plein de projets, mais aussi qui est en train de faire sa maison. Donc, il connaît. Repasser sur des murs, peindre. Voilà. Donc moi, je vais laisser ça aux professionnels. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on est avec Rémi. Rémi avec qui j'ai bossé plein de fois sur plein de projets créatifs. Ça me permet à moi, sur le podcast, de vous ramener des créateurs qui ont un impact sur le monde du sport. Et Rémi, première question pour commencer. Comment on s'est rencontrés? C'était quoi notre première rencontre? Alors, si je me trompe pas, moi, ma première rencontre avec toi, pas officielle, c'est sur YouTube, avec les vidéos que tu faisais via la NFL. Et je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un camp équipe de France, où j'étais QB, j'étais sélectionné, et il y avait eu un camp d'entraînement. Est-ce que c'était à Lille? Je crois que c'était à Lille, et t'étais venu... Le Krebs de Wattignies. Ah, peut-être c'était ça. Attends, moi je connais. Hein. Et t'étais venu pour regarder un peu, faire de la vidéo, etc. Et c'est là où on s'est rencontrés en vrai, je crois, la première fois, il me semble. Exactement. On a fait une vidéo ensemble, du coup. On a fait une vidéo sur les 4 positions à connaître et donc un petit drill avec chaque joueur. T'étais mon QB à ce moment-là. Et je savais pas à l'époque, je t'ai appris QB, etc. pour la vidéo, mais je ne savais pas que tu jouais QB, que t'avais joué QB. Oui. Bah, c'est bien. Moi, ça me permet Tu l'as bien mimé. Ça me permet de me valider, tu vois, à ce moment-là. Tu vois, je peux dire, regarde, les meilleurs commentaires de ce genre de vidéo, c'est quand je vois, Samy, c'est bien quand même ce qu'il fait. Bah, sans blague, 7 ans de foot. Le bon élève. 7 ans de foot, vous croyez quoi? Non, mais donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et vraiment, je t'avais glissé. Ouais, Rémi, tu fais quoi à côté du foot? Et puis là, tu m'as expliqué, je suis photographe, je suis dans le monde du sport, comme toi. Et je t'ai dit, amène-moi sur un truc où je peux être utile. Moi, j'ai appris sur YouTube, dans mon coin. Je t'ai dit, amène-moi sur un truc où je peux être utile. Et c'était quoi la première fois que tu m'as fait bosser en tant qu'assistant? Tu te rappelles? En fait, déjà, avant toute chose, moi, j'avais repéré ta manière de parler, ta passion du sport, ta manière d'être. Et moi, à cette époque-là, je travaillais beaucoup avec une société qui s'appelle Playmakers, qui sont anglais et qui sont des chorégraphes du sport. Donc, je savais très bien que toi, dans la photo, t'étais pas assistant professionnel, c'était pas ton métier premier, mais je t'avais proposé à l'époque, viens m'assister, voir un peu comment ça se passe, un shooting. Et moi, vu que tu parles bien, que t'es bilingue, etc., je m'étais dit, ça pourrait être la bonne occasion d'essayer de te former un petit peu à ce métier-là. De driver un petit peu les athlètes, de leur parler, etc. Parce que je trouvais que ce métier-là et toi, ça pouvait vraiment coller. Et surtout, il n'y avait pas de Français qui faisaient ça. Donc, c'était la bonne opportunité. Ah oui, donc, c'est vrai? Ouais. Je savais pas ça. En fait, eux, ils ont un espèce de monopole parce qu'en fait, dans la mode, ça existe, les chorégraphes. Mais dans le sport, eux, ils ont vraiment innové. Ils sont 3 à avoir créé la boîte. Et en gros, il y en a un qui gère Adidas, un qui gère Nike et un qui gère Puma. Et c'est toujours les mêmes. Ce qui fait que les athlètes, ils les connaissent par cœur.
Donc quand ils arrivent sur un shoot, ils vont les checker, ils parlent de leur famille, machin. Ce qui fait que le joueur, il redescend en pression parce qu'il a quelqu'un qui connaît. Ça lui fait un repère sur le shooting. Et c'est pour ça qu'ils connaissent tous les athlètes Puma. L'autre, il connaît tous les adresses Nike, les athlètes Nike, etc. Parce que les marques, elles peuvent changer les productions. Elles vont ont envie de changer mais les marque-là, teams, non. les photographes, les ceci et cela. Mais ce métier de chorégraphe, ok, d'accord. Une fois que tu as un lien avec l'athlète, c'est super important justement de le garder. Donc ils ont trouvé le bon filon parce que ces marques-là les appellent tout le temps eux. Ok. Ah, mais tu vois, jusqu'à maintenant, je savais pas que c'était entre guillemets ceux qui avaient le monopole à ce moment-là. Et tu m'avais donné ce job. Et tu te rappelles, c'était quoi la première mission ou pas? Qu'est-ce la que vraie c'était? première. Parce que en fait, lui, il enchaîne les shootings. Une fois où je suis avec lui, moi, je m'en rappelle très bien. Je t'avais dit, ouais, amène-moi un truc où il y a pas de pression parce que je connais pas ton matos, t'aider, tu vois, sur ton matos et tout. Il m'a dit tranquille, viens. Media Day PSG, c'était le premier truc. Là où on a, truc qu'on a fait. Là où on avait genre 5 minutes par joueur. Moi, j'ai pas pris l'impression de ouf, mais on aurait pu faire un truc beaucoup plus chill, quoi. Et en gros, PSG, on a eu 5 ou 6 joueurs qui sont passés. Et à ce moment-là, t'as 5 minutes parce qu'ils doivent passer par plein d'autres stands. En plus, ce shooting-là était très particulier parce que on avait 5 minutes, mais j'avais énormément de photos à faire parce que c'était un concept où justement il y avait plein d'angles à prendre. Donc d'une même position, il fallait que je prenne. En gros, en 5 minutes, il fallait que je prenne 50 photos. Voilà. Très clairement. Et donc, j'avais besoin que quelqu'un puisse aider l'athlète à comprendre ce qu'il fallait faire. Mais moi, je pouvais pas me déplacer. Donc, j'ai pensé à toi direct parce qu'il y avait des Espagnols, tu vois, anglais, etc. Donc, c'était beaucoup plus facile. Donc, c'était le premier. Et très chaud parce que le premier qui passe, c'est Angel Di Maria. Et il n'y a pas son traducteur. Non. Parce que, bon, je lui ai clairement dit, l'espagnol, je me balade, mais pas trop, tu vois. Il y avait pas le traducteur Di Maria. Allez, on commence. Et c'est parti. C'est comme ça que j'étais dans le grand bas. Je voulais aborder ça parce que je pense que c'est cool un peu pour dire aux gens qui écoutent. Ça englobe déjà bien ton taf, tout ce que t'as à gérer sur un shooting. T'es pas juste là pour prendre ta photo et puis t'en aller. Tu gères aussi tout ce qui est positionner ton athlète, tout le reste. Donc c'est bien. On a pu un peu connecter. On va parler de plein de choses sur le business, mais je veux d'abord qu'on parle de foot. T'es quarterback. Ouais, j'étais. Comment t'as découvert le foot US, toi, en vrai? La première fois que j'ai vraiment vu du foot américain et que j'ai compris un peu le truc, c'était dans Ace Ventura. Ah ouais. À l'époque, le premier Ace Ventura, où dans l'histoire, en gros, Miami Dolphins, ils se font voler leur mascotte, le dauphin, et dedans, il y a Dan Marino, etc. Et j'ai commencé à voir les premières images de foot américain vraiment à cette époque-là. Okay. Parce qu'à cette époque-là, moi, je faisais du skate, du BMX, mais je faisais pas du tout de foot américain, je connaissais pas vraiment cet univers-là. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et j'ai toujours eu parce que j'ai fait 10 ans de basket quand j'étais plus jeune, donc j'ai toujours eu un amour pour les sports américains. Et à ce moment-là, je me suis pas vraiment mis dedans, mais je voyais des images. À l'époque, avec Canal, etc. C'était un peu compliqué d'arriver à voir du foot américain. Ouais. Et après, le foot américain est arrivé plus tard avec un ami à moi, un très bon ami à moi, qui lui en faisait. Et en fait, il m'a pris dedans, c'est-à-dire qu'il m'a expliqué, il m'a donné un peu, tu sais, il m'a partagé sa passion parce que lui, ça faisait quelques temps qu'il avait commencé. Et en gros, bah, tu sais, quand un passionné te parle de quelque chose et il te transmet ce truc-là, genre, c'était ouf. Ce qui fait que ça m'a pris au cœur. Je me suis dit, putain, mais c'est incroyable ce truc-là. Et on a commencé à en faire dans un parc, les week-ends, etc. Ça jette des ballons. J'ai commencé à regarder un peu toutes les séries qu'il y avait autour du foot américain, les émissions, etc. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai été piqué. Ok, Ace Ventura, film de Jim Carrey, pour ceux qui connaissent pas. En vrai, très bon film. Incroyable ce film. En dehors du fait que film marrant, etc. C'est un super bon film, hyper marrant, etc. C'est un classique. Mais vous pouvez le dire maintenant dans le chat, dans les commentaires. T'es extrêmement vieux, Rémi, parce que moi je suis de la génération des gens qui ont découvert avec High Shield 21. Moi j'ai pas découvert avec High Shield 21, mon frère m'a montré le Super Bowl, etc. Mais j'étais vraiment, quand je suis arrivé au foot US, tout le monde à droite à gauche, j'ai vu le manga sur Game One et tout le monde, mais on prend. Ça, dans tous les pratiquants, t'as toujours la moitié qui viennent de ça. Ouais. Mon frère, c'était la vague. Any Given Sunday, l'enfer du dimanche. Ouais. Tu vois, il y a chaque vague. Ace Ventura, fou, pépite. Il y a des gens dans le chat qui connaissent. Non, magnifique le film. Je l'avais vu avec des potes. Ils m'avaient pas prévenu qu'il y avait du foot américain dedans aussi. Je fais, ah ouais, putain. Et bon, tu tombes dessus, c'est assez un truc. Avec le vrai Dan Marino qui joue dedans, quoi. Ouais, ça c'est assez ouf. Est-ce que tu peux me faire en rapide, t'as joué où? C'était quoi tes clubs? Alors, j'ai pas joué, parce que moi je viens de Fontainebleau, j'ai pas joué à Fontainebleau, mais j'ai coaché à Fontainebleau. J'ai joué au Flibustier, je me suis entraîné avec les Corsaires. J'ai pas joué officiellement avec les Corsaires, parce qu'en fait, à l'époque où j'avais créé mon club, on y reviendra après, et ben en fait, j'avais besoin aussi, moi, de m'entraîner. Tu vois, j'avais besoin de practice, tu vois, donc je m'entraînais avec les Corsaires. J'ai joué, j'avais monté mon club, donc pendant 6 ans, j'ai joué dans mon propre club. J'ai joué à Paris aux Mousquetaires, alors pas les mousquetaires professionnels, pas ceux d'aujourd'hui, les anciens mousquetaires. J'ai joué au Kiowa de Garches et en équipe de France.
Ok, d'accord. Bon bah vas-y, on va parler du club que t'as créé. Hein. Franchement, j'allais vers tes meilleurs souvenirs. Je me suis dit c'est sûrement le club que t'as créé. Comment on crée un club de foot américain? C'est quoi l'idée initiale? Et je trouve que c'est hyper important parce que il y a peut-être encore des gens qu'on peut inspirer comme ça à créer. Enfin, c'est une mission de se dire je vais me mettre ça sur les épaules et je vais créer un club. Comment tu crées ton club de foot américain, toi? Alors déjà, faut se renseigner à mort parce que je vais pas m'amuser à faire un tuto de comment le faire, mais globalement, il faut vraiment réfléchir parce que nous on l'a fait en mode jeune, genre en fait, je reviens à mon pote qui m'avait motivé à faire du foot américain. Un jour, on s'est dit, vas-y, le club dans lequel je joue, mon pote, il jouait, ça représente pas vraiment les codes du foot américain que nous on voyait, genre des mecs super balèzes qui rentrent avec des équipements de ouf, avec des flammes, etc. Tu vois, là, ça faisait vraiment genre, j'ai rien contre le rugby, j'adore le rugby, mais le rugby c'est terroir. Oui. Et bah nous, on voulait pas du foot américain terroir. Ouais. Tu vois, on voulait des beaux équipements, des trucs stylés, et ça représentait pas vraiment ça. Il y avait pas de club autour de chez nous qui avait ça. Donc, vu qu'on s'entraînait le week-end, la semaine, pendant les vacances, on s'entraînait dans un champ avec plein de potes et on avait plein de potes qui se sont vraiment passionnés avec nous. C'était plus des pique-niques qu'on faisait, c'était des vrais trainings. Genre t'arrivais à combien de personnes dans ton... Je sais pas, on faisait des trainings à 20, 25. Ouais, quand même, 20, 25, sachant que t'es pas un club, c'est et on s'était acheté tous nos équipements. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je l'ai évoqué avec mon pote, genre, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il avait envie de monter un club, j'avais envie de monter un club, on savait pas du tout où on allait, mais on y a été. Donc, dès que les gars ont commencé à acheter des équipements, là, pour moi et mon pote, ça a été une pression. Genre, ok, ils comptent sur nous, on doit monter une structure. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai contacté la ligue, j'ai contacté la fédé, voir un petit peu par où il fallait passer, comment il fallait faire, les bonnes démarches, etc. Et la clé, ça a été de trouver une ville. Ouais. Parce qu'on connaît l'importance d'une ville. On peut pas monter un club dans une ville où il y a déjà du foot américain dans la ville à côté. Ouais. Il faut que ce soit assez gros pour les structures, pour les subventions, pour les gens que ça génère, parce qu'il faut beaucoup de gens dans une équipe, beaucoup de joueurs. Donc en gros, avec tes potes là, tu t'ouvres Google Maps et t'essayes de voir quel est le bon endroit. Exactement. Où, ok, on n'a pas trop de clubs trop loin, mais c'est une ville assez big qui peut nous accueillir, un terrain, un ceci, un cela. Exactement, et ça s'est bien aligné parce qu'on avait à côté de Fontainebleau, il y a une ville qui s'appelle Montreux, qui est une grosse ville où il y a un gros vivier de joueurs, il y a beaucoup de foot, et surtout le rugby est pratiquement inexistant. À cette époque-là, ils étaient pratiquement plus là. Donc il y avait un terrain libre, une zone qui est énorme, avec une ville qui est assez grande. Donc en fait, on n'a pas testé dans plusieurs villes. Ce que nous avait conseillé la ligue et tout, d'essayer d'un peu de... Non. Nous, on a fait full. Genre, j'ai créé toute la charte graphique, le logo, machin, avec directement le nom Montreux dedans. Okay. Et on a tout misé sur Montreux et ça a payé. Et donc, comment ça se passe? Moi, j'aimerais bien que les gens comprennent, parce que même moi, je ne sais pas. Tu vas voir la ville, tu vas voir qui, tu demandes quoi? En fait, on a à la mairie, salut. Ouais, on a été à la mairie, on a fait un mail au service des sports. Nous, on avait monté tout un dossier. Donc moi, j'avais monté un dossier ultra clean, etc., avec des exemples, avec des chiffres que j'avais chopé de la fédé, machin, etc., en leur disant que nous, on n'avait pas une structure, mais on avait déjà des gens, donc déjà des licenciés potentiels, avec des photos de nos trainings dans notre champ, tu vois, dans notre parc. Et ils nous ont dit, bah écoutez, venez à l'Assemblée Générale, présentez votre projet, et on va voter à l'unanimité si vous voulez participer à la vie de la ville. Il faut que tout le monde vote pour savoir si le foot américain est accepté. Et on est venu stressé au début, tu vois, tremblant, parce que devant une grande assemblée, parce que Montreux, c'est assez balèze, devant une grande assemblée, on s'est levé avec mon pote et on a défendu notre projet, on a expliqué notre projet et ça a été voté, ils ont tous levé la main. Je crois qu'il n'y a pas une association qui n'a pas levé la main. Okay. À ton avis, pour donner les best practices aux gens qui nous écoutent, c'est quoi qui a fait que vous avez plié le truc? Je pense qu'en fait, quand je me suis renseigné, parce qu'au début je savais pas trop, en fait il faut comprendre que tu montes pas un club de foot américain, tu montes une association. C'est que les gens, il faut qu'ils comprennent ça. On est en France. On est en France, on monte une association et on est là pour agir dans la ville. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire des choses pour les jeunes, il faut faire des choses pour la ville. C'est pas tu viens, tu crées un club, tu joues à la baballe et tu rentres chez toi. Ça n'existe pas. Donc en fait, si tu n'apportes rien à la ville, pour les jeunes, etc., en activité et tout, t'es mort. Donc moi j'avais monté un dossier où on avait expliqué un peu toutes les opérations qu'on voulait faire, etc. Alors à notre échelle au début, parce qu'on était petits, avec l'optique de vouloir faire des juniors, des cadets, qu'on voulait faire des choses dans les écoles, etc. Voilà, on a essayé de montrer qu'on voulait être impliqué dans la ville et qu'on voulait faire des choses. On a expliqué, parce que pour ceux qui connaissent le club, le Montreux Strikers, ça s'appelait les Strikers. En fait, j'avais fait un M et un S, et le M et le S étaient entrelacés. Et pour moi, la DA de ce truc-là, c'est que Montreux faisait partie intégrante de notre projet. On venait pas dans cette ville-là au hasard. On voulait Montreux. Tu vois, on avait vraiment dans la direction artistique, tu véhicules que
si jamais un jour on doit déménager, le logo entier doit changer parce que le nom de votre ville, il fait partie de mon logo. Le projet était autour de Montreux. Ok. Au niveau du terrain, au niveau de la ville, au niveau de la construction, au niveau de tout, c'était ça. Donc c'est ça qui les a plu. Ouais. Et surtout, il y avait aussi un peu ce côté, faut pas se mentir, un peu de nouveauté, un nouveau sport. C'est une ville en plus qui bouge beaucoup sur le sport. Nouvelle Donc ils se sont énergie. dit, ah putain, c'est cool, ouais, c'est ça. Nouveau sport, ça peut être trop cool. Et on l'a vu de toute façon sur les 2 premières années. Quand on venait venir du public, il y avait trop de curieux, il y a eu trop de licenciés, c'était trop cool. Ça a créé une grosse énergie dès le début, quoi. Ok. Ça a duré combien de temps le club? Je crois 8 ans. Moi, je l'ai eu en présidence 6 ans. Je suis parti et on y reviendra peut-être après, mais pendant 2 ans après, ça a été un peu chaotique et ça s'est arrêté. Ok, d'accord. Ok, vous réussissez à lancer le club. À partir de quand vous tenez la route et vous réussissez à faire des matchs chaque semaine? Directement. Ok, quel est le défi? Parce que t'as le go de la mairie, c'est quoi les trucs? Ok, t'as le go, t'es content, mais j'imagine que t'as un million de trucs aussi à gérer juste après. Bah en fait, c'est la chance qu'on avait entre guillemets, c'est qu'on n'est pas parti de zéro parce qu'en fait ça faisait déjà pratiquement, moi ça faisait 1 an et demi que j'étais sur le projet, où on s'entraînait avec nos potes, on partait pas de rien. Oui. En plus j'ai récupéré des joueurs qui venaient de Fontainebleau, donc des anciens joueurs qui avaient de l'expérience, donc ils sont venus en renfort, donc on avait 50 seniors la première année et on était déjà entraînés, on avait déjà nos équipements, tout le monde s'est investi. Quand on a dû acheter des maillots, tout le monde a acheté son maillot, tout le monde a joué. En fait on a réussi à créer dès la première année un noyau ultra fort. Et c'est, enfin, quand je dis un noyau, c'est qu'en fait toute l'équipe était un noyau géant, tu vois. Et c'était super intéressant de voir un petit peu cette effervescence. Et donc en fait tout le monde était très impliqué et on a créé énormément de choses tout de suite, avec des gros résultats tout de suite. Et surtout vu que moi alors forcément j'étais le président, on payait pas la communication parce que c'est moi qui la faisais, les photos, les affiches, etc. Tu te sauves énormément d'argent. Exactement. Et j'ai essayé de mettre le paquet tout de suite. Oui, toi tu donnais. Gros shooting. Alors quand je le revois maintenant, forcément j'ai évolué, je le trouve un peu. Mais pour l'époque, dans le foot américain, ça se faisait pas du tout. Personne mettait de l'argent dans la communication à l'époque. Donc moi j'ai cartonné ce truc-là et j'ai dit à mes gars, je les ai attrapés entre 4 yeux et je leur ai dit, les gars, faut qu'on soit sérieux. Je peux pas sortir une grosse affiche et derrière on est pitoyable sur le terrain. On va se taper. Le retour du bâton, il va être sale. Donc on était tous déter et première année on fait finale, on met des scores de basket, on est tous hypés de fou. Deuxième année, alors tu sais la première année il y a un système en régional où t'es en régional à 9. C'est pas truc super sexy, mais ça aide les clubs à se structurer. J'ai fait de l'universitaire, t'inquiète. Voilà, on connaît avec les 3 linemen, genre voilà, c'est léger, mais ça te permet de te mettre en place. Exactement. Et la deuxième année, on est monté à 11, pareil, grosse saison, mais des scores de basket et tout. Donc c'est là où ça a structuré, ça a ramené des gens, on a eu plein de nouveaux licenciés, après on a monté les juniors, etc. C'est cool. Dans le chat, si vous avez des questions sur tout cet univers, on y reste encore, hein, mais je trouve que c'est hyper intéressant. C'est quoi tes meilleurs souvenirs en tant que président, la partie présidence, gestion de l'assaut, gestion du truc? C'est quoi tes meilleurs souvenirs ou tes anecdotes ou les trucs que ça t'a appris de gérer un club quand même, parce que c'est balèze. En fait, l'associatif, moi s'il y a des gens qui peuvent faire de l'associatif, je le conseille vraiment à 1000%. Ah ouais. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que de s'impliquer humainement dans quelque chose où tu n'es pas rémunéré, c'est ton énergie pure, ça t'apporte. Moi, je sais que ces 6 ans, ça a été vraiment le boost de ma vie. C'est-à-dire que ça m'a apporté humainement, ça m'a aidé à m'exprimer. Moi, j'avais du mal au début à m'exprimer en public, mais à un moment, quand t'es président de club, que t'es coach, que t'es capitaine, que t'es quarterback, t'es obligé de parler devant les parents, devant les gens, etc. Absolument toutes les casquettes. Tout d'un coup. Ce qui fait que ça m'a appris à gérer des gens. Ça m'a géré le management, c'est moi qui coachais, donc c'est gérer les trainings, gérer mon emploi du temps, gérer ma vie perso, parce que quand t'es en couple, que t'as une vie de famille, que t'as un travail où j'ai beaucoup de choses à faire, plus le club, tu dois préparer les entraînements, tu dois préparer les matchs, faire la trésorerie, c'est super compliqué, mais en même temps c'est très enrichissant, c'est épuisant, mais c'est très enrichissant. Moi, d'avoir coaché les juniors et les cadets, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu as une sensation de servir à quelque chose, tu vois, d'apporter quelque chose aux jeunes. En plus de ça, tu coaches. Qui est ouf, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. En plus de ça, tu coaches. Ok. J'aimerais bien, si tu as des exemples, si tu as des trucs de moments où, dans la gestion du club, c'est quoi tes meilleurs souvenirs, quoi, mais vraiment en tant que gérant, en tant que. Regarde, dès les premières années, tu fais des trucs de ouf.
Est-ce qu'il y a des next steps où tu dois passer le bâton, donner des trucs à d'autres gens, responsabiliser des gens? Tu deviens un peu un chef d'entreprise en même temps que tu gères ton asso. Alors ça, c'est la partie pour moi la plus dure et je pense que c'est la partie sur laquelle j'ai eu un échec. Parce qu'il y a toujours des échecs. Avec du recul, je pense que j'ai été trop présent. En fait, j'ai ce défaut de vouloir toujours faire moi, bien faire. Je veux que ce soit fait comme je le veux et que ce soit... En fait, les gens n'ont pas la même implication que toi. Tu vois, quand tu parles à des bénévoles, l'énergie que toi tu peux y mettre, il y a des gens qui peuvent pas forcément le mettre. Et des fois c'est très frustrant parce que quand t'as des attentes énormes, parce que tu veux que le club il monte, tu vois, quand on est monté en national, on est passé un step, j'attendais des gens autour de moi qui vraiment ils s'impliquent fort. Et le problème c'est que ça n'a pas été le cas. Donc moi je gérais tout, j'avais vraiment toutes les casquettes. C'est moi qui allais poser les chèques à la banque, c'est moi qui gérais les licenciés, c'est moi qui gérais tout. Et en fait les gens étaient là, j'avais 2-3 personnes qui étaient là qui me filaient un coup de main, etc. Mais forcément, moi, je donnais tellement qu'ils peuvent pas être à la même hauteur que moi. Bien sûr. Tu vois, ce qui fait qu'à la fin, c'est pour ça que ça m'a usé et qu'au bout de 6 ans, j'ai dû partir parce que ça tuait ma vie perso. Tu vois, je n'en pouvais plus. Tu vois. Oui, parce que... Mais après, au sein du club, il y a eu tellement de trucs, il y a tellement d'exemples. Je saurais même pas par quoi commencer. Tu vois, c'est ne serait-ce que juste juste déjà quand je vois certains juniors que je côtoie encore. Leur évolution, quand ils me disent ce que le club leur a apporté, tu sais, quand je les vois reposter des souvenirs, venir me parler en DM, putain c'était exceptionnel à ce moment-là, et que je les vois en fait ce que ça leur a apporté quelque chose, moi c'est une fierté, tu vois, quand je vois l'évolution de Maceo qui est passé par les Strikers, qui a commencé aux Strikers, même s'il a fait 1 an, il est venu à un tournoi de flag, on lui a envoyé quelques balles, il a pris sa licence, cadet surclassé en junior, il a fait la saison, on l'a amené en finale et tout, et après il se barre au Kangourou de Pessac, tu vois, à Pôle France, etc. Et tu vois, de voir son ascension, de voir cette passion, je dis pas que c'est grâce à moi, c'est totalement grâce à lui, mais de l'avoir connu à ses débuts, de lui avoir envoyé ses premiers ballons et de le voir maintenant là où il est, c'est une fierté, tu vois. Donc même à la plus petite échelle, quand j'ai des jeunes qui ont été au Canada, qui ont été même aux États-Unis, en high school et tout, c'est... Ah ouais, t'as envoyé des gars high school et... Pas envoyé. Non, tu peux pas dire j'ai envoyé. J'ai des jeunes qui ont été. Moi j'aime bien donner un peu plus de fleurs, mais t'as des gars qui sont passés par les Strikers qui sont... Bien sûr. T'as les noms d'université, t'as les noms de quelque chose. J'ai pas le nom, mais tu sais, il y a une université alors, il y a Canada, mais lui, il a été aussi en high school. Au Canada, tu sais, il y a une équipe qui est verte avec un S doré. Je suis pas Baylor Non, au Canada. Ah, au Canada. Au Canada, et lui, il a été dans une high school. Je pourrais pas te dire le nom. Ok, d'accord. C'est impossible. Parce que des fois, tu sais, là-bas, il y a plein de petites high school, tu vois. Tu me parles aussi peut-être des cégeps, là? Il y en a un qui est vert, vert et doré. Vert et doré, exactement. Vert et doré, c'est pas Ted Ford, c'est un autre. Exactement, c'est l'autre. Ok, bah c'est pas grave, les Canadiens ils vont venir dans les messages pour nous défoncer, tu vas voir. Mais bon, c'est pas grave. Finissons quand même sur le sujet Maceo. Moi j'ai envie de parler plein d'autres joueurs que t'as pu côtoyer, mais Maceo en particulier, tu l'as eu 1 an, il a commencé le foot avec toi. Qu'est-ce que tu vois dès la première année de Maceo? Je vois un gars déter déjà. Un gars qui pense qu'il voulait être sportif pro et il cherchait juste le sport. Je sais pas trop, tu sais, son père, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est américain, son père, fan des Raiders. Oui. Donc il avait déjà ce truc-là, tu vois, il est venu au flag avec son père et je pense qu'il lui avait déjà donné un peu cette envie, tu vois, il est pas venu par hasard. Et j'ai senti que, tu vois, c'était déjà un jeune il était assez calme, assez discret, tu sais, Maceo, il est pas exubérant, tu vois, il est très calme, très focus et tout. Donc j'avais déjà senti ça. Moi, à la base, je voulais le mettre receveur parce qu'il avait des mains de ouf. Et surtout, au début, le tackling, tu vois, c'est pas évident. Oui, quand tu commences, t'es cadet, il était très grand. Donc moi, je voulais le mettre receveur. Il a fait une bête de saison en receveur, bête de saison. Et après, quand il a été au Kangourou, c'est là où je crois qu'il a fait le switch. Il a dit, ouais, je veux essayer DB, etc. Parce qu'il est fan de Woodson, je crois. Ouais. Et donc il avait cet exemple-là et Charles Woodson, tu vois. Ouais, ça veut dire légende. Et après il a eu une évolution. Et moi au début j'étais sceptique. Et après quand je l'ai vu faire ses premiers drills, tu vois, genre vraiment DB et tout, je dis putain solide. Après en équipe de France il a joué aussi. Tu sais c'est le genre de skill player. Il a joué QB, jeu receveur. Tu peux le mettre un peu n'importe où, tu vois. Surtout jeune. Ouais, tu les mets n'importe où. Tu les mets n'importe où. Surtout jeune. Ça marche. Ah, c'est marrant, ils disent dans les commentaires vert et or il connaît pas parce qu'il pense que aux Packers. C'est ça. Sherbrooke, exactement. en effet. Sherbrooke en effet. Exactement. Ok, d'accord. Sur le reste du sujet de gérer un club, c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut démarrer leur club, que ce soit du foot américain ou n'importe quoi? Déjà en premier lieu, faut être passionné de ouf. Oui, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas monter un club comme ça avec de la hype.
Genre, c'est un peu le sport du moment, tu sais, ça fait bien de dire que tu es président de club, t'as monté ton club de foot. Moi, j'en voyais plein des jeunes qui avaient leurs équipements à la main, qui allaient au lycée avec. C'était pas les plus sérieux. Faut déjà être passionné de ce sport-là et je pense le monter à plusieurs. En étant vraiment très équilibré. Par exemple, je prends un exemple concret que moi je connais, les Myrmidons, qui sont à Savigny-le-Temple. Quand ils ont repris le club, parce que c'est un vieux club, quand ils ont repris le club, ils étaient 3-4 à vraiment avoir un noyau. Moi, j'étais tout seul. Et ces 3-4 là, alors je parle je crois qu'ils sont encore assez forts là-dessus, ils sont encore dans le club et tout, ce qui fait qu'à 3-4, c'est beaucoup plus facile de s'épauler. Donc déjà, quand on est nombreux, déjà c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Comme un entrepreneur qui doit bien trouver son cofondateur, quoi. Exactement. Et après, faut avoir du temps à y consacrer. Faut pas se leurrer. Moi, je sais qu'à l'époque, je me rendais pas du tout compte. C'est vraiment énormément de temps. Comment tu faisais? Parce que moi, je connais un peu ton emploi du temps. Tes shootings, on en parle juste après. T'allais en shooting, tu revenais, t'as des trucs à livrer, t'as des clients. Comment tu fais pour faire ça et des En fait, j'avais genre 4 journées en une journée. C'est-à-dire qu'en journée, je bossais en agence. J'étais en free en agence, donc j'avais 80% de mon temps où je bossais en agence. Le soir, j'avais mon taf freelance. Plus, après, je devais préparer les entraînements pour le lendemain. Plus, je devais faire la gestion du club, tu vois, donc envoyer les licences, faire la trésor, voilà, acheter des équipements, renouveler les équipements, etc. Plus forcément ma vie perso, etc. À l'époque, forcément mon couple a sauté, parce qu'à un moment en fait c'est trop, donc tu cumules, donc t'es obligé à un moment de faire des choix. Et à l'époque, le foot américain, c'était vraiment genre ma passion en première, donc je voulais me mettre à fond là-dessus, tu vois. Et il y avait des projets que je pouvais pas prendre. Je les prenais pas parce que en fait quand t'as des gens qui comptent sur toi, quand t'as un club, tu te fais pas passer en premier. Tu vois, c'est ton club, tes gars ils t'attendent, ils sont à l'entraînement, t'es malade, t'es pas malade, faut que tu ailles là-bas parce qu'il faut que tu coaches les gars, t'es quarterback donc il faut que t'envoies des balles à tes receveurs, faut que tu sois présent, surtout au poste de quarterback, mais tu dois être absolument tout le temps présent. Si t'es pas là, après c'est la merde, donc en fait ça te met une responsabilité sur les épaules où tu dois être là. Il y a une saison moi où je préparais des examens et j'ai dit à mon coach, coach, je vais passer slot receveur, si tu veux bien m'accepter à un entraînement semaine, je vais passer slot parce que ça ne sert à rien que je sois QB à un entraînement semaine. Et c'est ce que j'ai pu faire. J'ai pu faire ma saison en slot receveur. La saison d'après, je suis revenu. Mais surtout à ce poste qui est le poste de quarterback. C'est une application de malade. C'est impossible. Ok. En fait, c'est surtout que tout le monde compte sur toi. S'il y a le moindre truc qui se passe, bien ou pas bien, c'est toi. Et puis même, si le QB starter n'est pas là à l'entraînement de tout le monde est impacté. Tu peux pas. Ah, puis surtout que moi, dans mon cas, c'était le QB et le coach. Oui, voilà. Tu vois, vu que je coachais l'offense et tout machin, t'as pas le choix. Je suis pas là, y a pas d'entraînement en fait. Tiens, question. Comment on améliore le foot américain en France pour peut-être s'éloigner un petit peu de ces formats où le président c'est le coach, c'est le joueur, c'est le ceci, c'est cela. Est-ce que c'est possible? Moi, on doit vivre avec, c'est une réalité. Et... en fait, tu t'aperçois que quand t'as une asso, en fait, les gens c'est des consommateurs. On va pas se mentir. Regarde, je rebondis sur ton dernier interview avec Brice. Il le disait même quand il était joueur, il était consommateur. Il venait, il jouait, il se barrait. Et 80%, voire 90% des joueurs qui viennent, c'est des consommateurs. Donc, en France, dans tous les sports. Et en fait, le problème, c'est que au football, tu peux l'avoir. Au basket, tu peux l'avoir parce qu'il y a une possibilité d'évolution où tu peux être pro. Il y a un avenir dans ces sports-là. Au foot américain, il n'y a pas d'avenir. Donc, à part les quelques Maceo et quelques joueurs qui peuvent aller au Canada, qui ont vraiment un talent et surtout une déterre de malade pour se dire, OK, moi, c'est mon rêve. Je vais... Mais en fait, les jeunes, ils se disent, c'est un loisir, en fait. Donc, si c'est un loisir, me prenez pas la tête, en fait. Tu vois? Et les coachs, ils font pareil. Rien qu'au basket, par exemple, t'as fait du basket aussi, tu m'as dit. Rien qu'au basket, un jeune, il va quand même venir le dimanche faire la table. Il fait la table. Il fait les stats. Au foot européen, entre guillemets, il y a des jeunes qui vont venir aider à l'entraînement parce que leur entraînement est juste après ou je sais pas quoi. C'est leur grand frère qui joue. Mais ouais, c'est vrai. Donc c'est la réalité un peu. Au sein de ton club, tu peux créer cette osmose. C'est-à-dire que, tu sais, dans tous les clubs, il y a les jeunes, les juniors, ils vont aider les seniors pendant leur match et inversement. Tu vois, les coachs seniors vont aider les juniors, etc. T'es pas obligé d'avoir des vrais coachs de position qui ne font que ça. Il y a de l'entraide et tout. Mais avoir une régularité, en France, c'est très compliqué. Avoir une vraie. En fait, réellement, j'en avais parlé avec certains présidents de clubs. Réellement, en France, t'as une vingtaine de personnes qui tiennent le foot américain en France. Et que si ces personnes-là elles s'arrêtent, donc certains présidents de clubs, de gros clubs, si elles arrêtent, c'est très compliqué. Et je pense que ça s'applique à d'autres sports. Nous, on est dans notre microcosme, mais il y a plein d'autres sports où ça doit s'appliquer. Alors, c'est peut-être pas 20 personnes, c'est peut-être 40, mais c'est plus ou moins la même chose. Exactement. Mais je pense que
des clubs qui réussissent à cultiver peut-être la culture du il faut venir et il faut donner au moins donnez-nous au moins quelque chose, tu vois. Je pense que moi, c'était juste que j'étais jeune et qu'on me l'a pas fait comprendre ça, tu vois. Ça, c'est l'ADN de ton club, ouais. Ouais, l'ADN de ton club. Si mon club, moi je pense que je l'aurais compris, tu vois, parce que j'adorais ce sport. Je pense que si gamin, on me disait, ok Samy, bon, t'as signé, on te demande, t'as un contrat que tu signes avec nous, tu viens aux entraînements, etc. Et je sais pas, tu nous donnes 2 après-midi de ton année déjà. Rien que le gamin, il vient 2 après-midi, déjà ils sont inclus, il fait des choses, peut-être qu'il vient plus souvent, mais tu vois, juste de lui dire, ok, on a besoin de toi une fois tous les 3 mois. Tu vois, personne me l'a dit, tu vois. Ça, c'est le problème aussi des clubs qui sont. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que quand tu montes un club de foot américain, tu montes une asso. Et le problème, c'est que t'as des coachs purs qui sont là pour la performance. Ouais, le foot. Qui sont là pour la performance. Et le problème de la performance, c'est que c'est pas motivant pour la moitié des joueurs. Parce que dans un club de foot américain, t'as la moitié, ils sont là pour du hobby, ils sont là pour s'amuser, et il y en a qui veulent performer. Et c'est souvent cette différence-là qui est un peu compliquée. Si t'as un coach et des joueurs qui, moi je sais que les juniors et les cadets, c'était ultra important pour moi que ces joueurs-là comprennent la notion d'implication. Ouais. Tu vois, on n'est pas là que pour gagner. Gagner, c'est bien, mais gagner, il faut gagner bien, correctement, et il faut s'impliquer dans le club. Si vous ne vous impliquez pas dans le club, vous ne jouez pas. Ouais, bah, c'est aussi simple que ça. Bah ça, tu vois, ça n'a jamais un truc qui a été touché pour moi. Et je pense que même en basket, dans mon club de basket, ça n'a jamais été un sujet. Et je pense qu'il y a des clubs qui savent plus t'inclure que d'autres. Tu vois, bon, moi, j'ai juste l'exemple des BP. Je trouve les Black Panthers en foot américain, ils incluent très très bien les ouais, c'est des grosses structures comme le Flash, etc. C'est des gros trucs qui font de l'éducation. Et en plus de ça, c'est leur petite ville où ils sont dans leur îlot à eux. Ils sont entre eux. Donc tu peux pas l'appliquer pour tout le monde. Mais c'est juste que voilà, j'ai vu ça. Pour finir le sujet gestion de club, c'est comment de bosser avec une fédé quand t'es président de club? T'as un truc à nous donner? Bah moi j'ai pas la notion comme le disait Brice, genre quand t'es joueur, en fait tu craches sur la fédération parce que t'es pas content, il y a plein de trucs. En fait il y a plein d'incompréhensions. En fait c'est comme la politique. En fait quand t'es pas dedans, tu comprends pas ce qui s'y passe et tu ne vois que le côté négatif. Moi j'ai tout de suite été président. Tu vois, donc j'ai tout de suite monté mon club très tôt. Donc en fait j'ai tout de suite été en relation. Donc en fait j'ai très vite compris qu'ils étaient peu nombreux, que c'était très compliqué, qu'ils étaient multicasquettes, que le gars de la com il gérait ça aussi, le mec des licences, et ben en fait c'est le mec qui mettait les enfin tu vois, il y avait plein de trucs au sein de la fédération qui étaient très compliqués à gérer parce qu'ils étaient sous-staffés. C'est vrai que nous en tant que joueurs, quand on dit la fédé, on pense que c'est 50 gars. T'as l'impression qu'il y a 50 gars. Et ils sont 3. Ils sont 3, tu vois, ils sont 3 licenciés à être payés, pardon. Et le reste, bah c'est du bénévole, etc. Donc civique, tout ça. Ah ouais, c'est compliqué. Tu vois, regarde, je prends un exemple typique. Équipe de France. Tu vois, quand tu vois qu'il y a des joueurs qui te disent ouais c'est relou, ça c'est un vrai débat, genre ouais c'est relou, faut payer pour aller en équipe de France. Bah ouais les gars, en fait il y a plein de fédérations, on n'est pas une fédération de foot, tu vois, on n'est pas la FFF, donc en fait quand tu payes des voyages, moi le voyage que j'ai fait, j'ai été c'était République tchèque, putain on a mis un petit billet, et même si t'étais resté chez toi et que t'avais mangé, que t'étais juste, ça t'aurait coûté le même prix. Sauf que là, t'as un déplacement en bus, t'as les logements, t'as les machins. Faut comprendre que la fédération ne peut pas tout raquer. Ça coûte cher. Ces déplacements, une équipe de France, ça coûte cher. C'est quoi? C'est un match à l'extérieur qui comprend un déplacement. Ouais, je sais plus. On a dû payer. Franchement, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'on avait dû payer 200 balles, je crois, ou 300 balles, je crois. Et on est resté 3 jours sur place. T'as la bouffe. Il y a des gars qui peuvent pas. Je sais. Je sais, mais tu viens pas en équipe de France et tu peux pas. En fait, ça fait partie du truc. Faut pas s'attendre, encore une fois. Regarde, il y a des athlètes en fédé d'athlètes, ils payent leurs chaussures, ils payent leurs déplacements. Ah oui. Nous, on se base que sur les grosses fédérations. Ouais, ça, il faut se dire que en athlétisme, purement l'athlétisme, qui est un énorme sport en France, oui, moi je le vois, hein, il y en a un paquet qui doivent poster des cagnottes H24 pour aller faire telle compète. Ça, il faut se le dire. Monsieur tout le monde, même en athlé, il doit payer ces trucs. Ça, c'est vrai. Non, il y a plein de sports. Il y a plein de sports comme ça. Donc, mais pour revenir au sujet, genre, c'est pour ça que la fédé, quand t'es dedans et que tu comprends un petit peu le fonctionnement, que tu comprends leurs contraintes, il y a des choses sur lesquelles t'es un peu plus souple. Tu vois, il y a des choses forcément qui se passent pas bien, mais comme dans n'importe quel domaine, comme moi dans la gestion de club, bah il y a des choses que j'ai mal faites et la fédé m'a repris, tu vois. Mais je t'ai pas là tapé dessus. Donc et après ensuite j'ai travaillé pour eux parce que j'ai fait le graphisme, des affiches, etc. Et là tu comprends encore d'autres choses, d'autres enjeux, d'autres budgets, etc. Et c'est là où tu vois aussi
beaucoup de retours de club sur des choix stratégiques qu'on fait la fédération. Et là, tu dis, putain, ils sont pas cool. Tu vois, parce que eux, ils sont dans leur coin et en fait, ils font que critiquer, mais ils se rendent pas compte du travail et de l'investissement que ça génère. Tu vois, moi, à l'époque, je travaillais avec le service communication et quand je voyais l'investissement qu'ils avaient, eux, avec Pierre Trochet, qui n'y est plus maintenant, qui a un gros poste maintenant, mais lui, sa vie, c'était exceptionnel. Genre, il faisait 1000 trucs en même temps et il était trop fort parce qu'il arrivait à gérer tout ça. Et quand je voyais qu'il y avait des gens qui le critiquaient, etc., c'est dur. Parce que quand t'as des gars qui s'investissent, il faisait partie aussi de la réussite des finales, de la communication globale, de tous ces trucs-là. Et moi, ça me faisait plaisir de participer et de m'investir avec la Fédé, tu vois. Ouais. Je comprends. Parce que moi, si je l'ai fait, je l'ai pas fait pour l'argent. Je le dis devant tout le monde. Je n'ai pas touché des 1000 et des 100 parce que je voyais ça sur les réseaux. Genre, quoi, avec les strikers? Non, avec la Fédé. Ouais. Tu vois, quand je faisais des shootings, des machins et tout, non, j'ai fait gars, ça pour aider aussi mon sport. Et les gars, Je l'ai pas fait gratuitement, mais je l'ai fait avec des prix pour justement aider mon sport, pour qu'on ait une belle communication. Moi, je voulais qu'on puisse rivaliser avec l'Allemagne, avec le Canada, qu'on ait des belles affiches, des belles communications pour être crédible. Parce que si tu veux qu'après, il y ait l'équipe qui vienne te voir, qu'il y ait des journaux qui viennent te voir, faire des trucs, il faut pas que tu fasses amateur. Faut que t'aies des trucs à leur donner, bien sûr. Faut que t'aies des trucs. Mais c'est fou qu'il y a encore des rumeurs de ça, de on fait des énormes billets sur le foot américain. Si vous pouvez comprendre un truc, moi, à chaque fois que je signe un deal de foot américain, je m'assois sur le tarif et je dis à chaque fois, bah c'est encore une brique que j'apporte au football américain. Donc voilà, tu donnes ton meilleur et c'est la brique qu'on donne au foot américain. Nous aujourd'hui, on la donne avec des caméras. Aujourd'hui, les meilleures briques qu'on peut donner, c'est toi, tu fais des shootings canons et ça leur donne des outils de ouf. Moi, je viens, je fais mes vlogs, je mets ma communauté à disposition pour du foot US. Mais les gars, comprenez, pourquoi des gens pensent encore que la Fédé a des budgets d'un coup pour nous. Parce que en fait, c'est des milieux qui sont durs à comprendre pour les gens qui sont pas dans ce milieu-là. Tu vois, le milieu de la publicité, etc. Pour eux, c'est... Tu vois, quand ils voient des chiffres sur Internet, que telle entreprise a refait son logo, que ça a coûté 250 000 €. En fait, ça leur parle pas, c'est mal expliqué, ils comprennent pas. Et pour eux, la communication, c'est du superflu. T'as qu'à voir, en fait, la plupart des présidents, je parle des OG, les présidents de clubs qui ont 60 ans, tu vois. Pour eux, la communication, c'est... On s'en bat les couilles. On s'en fout, en fait. On est là pour faire de l'éducation, pour faire du sport, etc. Mais l'affiche, on s'en fout. Et tu regardes la différence avec les jeunes présidents de clubs qui, eux, ont compris les enjeux de ce truc-là et qui communiquent beaucoup plus. Donc, en fait, ça dépend de l'approche des gens, mais il y en a plein qui sont toujours dans la critique, quoi. Ouais. Avant qu'on aille sur nos tafs, question toute simple. Ah non, j'ai deux questions. La question qui met tout le temps les gens dans la sauce, c'est qui le joueur le plus fort avec qui t'as joué en foot? Je sais pas, parce que, alors déjà, moi, j'ai pas joué à l'étranger. Ouais, non, donc, mais tu vois, chacun son truc. Moi, à l'époque, putain, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Tu sais que j'ai pensé à ça. C'est quoi, je vais répondre à ça parce que je réponds jamais à ça aussi. Mais vas-y, toi tu réponds. J'ai deux noms. À l'époque, en fait, quand je m'entraînais avec les Corsaires, le QB des Corsaires, qui ressemble à Aaron Rodgers, on va pas se mentir. Putain, comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Attends. Et hein? Non. Avant oui, j'imagine. Avant Aaron. Et lui, quand j'allais m'entraîner avec lui, à cette époque-là, genre vraiment, je le trouvais trop fort de ouf. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je crois qu'il a fait une sélection équipe de France. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit Max. Voilà, ouais. Max de Maison, Maxime de Maison. Exactement. Et moi, j'adorais m'entraîner avec lui. T'as vu comment c'est trop bien d'avoir un chat? Ah, c'est réactif. Merci le chat, vous êtes chaud. Bah ouais, Bibi, il faisait partie des Corsaires. Ouais. Et j'adorais m'entraîner avec eux parce que à l'époque, moi, forcément, vu que je coachais, j'avais mon équipe, tu sais, on était en régional et tout, j'avais besoin aussi de m'entraîner, donc il m'avait accepté. Je faisais des trainings avec lui, et donc je faisais pas toutes les reps parce que c'était lui le titulaire, tu vois. Et moi, je faisais pas les matchs, mais rien que de le regarder, tu vois. À l'époque, je le trouvais vraiment très fort, très puissant et tout machin. Il avait une bonne aura, c'était vraiment le leader, tu vois, des Corsaires, très très fort. Et sinon aussi, il y a beaucoup de joueurs en équipe de France. Adèle, il y a plein de joueurs très forts. Adèle, j'ai essayé de tirer plusieurs fois sur lui. Hein. Ah ouais, à l'entraînement? Ah oui, ça sert à rien. Allez, vas-y, c'est comment? Ça finissait comment? Ça n'a aucun sens. Ça finissait mal. En fait, ça fait que tu fais ta lecture à gauche, il est à droite, tu lances à gauche et il est à gauche. Alors qu'il couvrait le flat. Ça n'a aucun sens. Il est partout en même temps. Il est tout petit, il se faufile. Non, très très fort. Okay. Franchement, très très fort. Non, mais il y en a plein en équipe de France très très fort. Donc. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien. T'as donné un nom d'un QB. C'est cool parce que c'est un peu plus dur de donner des noms de QB au foot US. Quelqu'un dans les commentaires qui a l'air de le connaître qui dit le seul QB qui bottait des D-linemen. C'était un gros. Il était dodu. Non, mais il était impactant. Il s'en battait les couilles. Après, en fait, il avait un problème à l'épaule. Il a arrêté. Il a joué tight end.
Ok. Trop fort, des bêtes de main et trop d'impact. En fait, il s'en battait les couilles. Lui, il fallait rentrer dans l'art, il rentrait dans l'art. Moi, j'ai un avis, je pense que tu vas être d'accord parce que t'étais QB. Je pense que nous, les QB, on est sous-cotés sur nos qualités de main, de réception de balles, De fou. parce qu'on reçoit des snaps, on reçoit 50 snaps par match, par entraînement. Bien Et sûr. donc, je te jure que il y avait une fois, mon coach, il y a eu un onside kick, chose qui ne se faisait jamais. Mon coach, il était en pétard quand il fallait se mettre en défense d'onside kick. Tu sais, c'est le truc, tu le vois sur Madden, ça arrive une fois dans la saison, on l'a jamais pratiqué. Et bon, moi, je sais à peu près comment me mettre en place. J'ai dit, coach, j'ai des bonnes mains. Mets-moi à l'endroit, je reçois 1000 snaps. Et il y a eu quelqu'un de mon équipe qui a fait, mais Samy, t'es quarterback. Garde ton job, genre, tu n'es pas cette personne. Sinon, faut pas se blesser, quoi. Oui, d'accord, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on est sous-côté, nous, les quarterbacks. On a des très bonnes mains pour recevoir des ballons parce qu'on en reçoit 1000. Et pareil, à l'entraînement, les receveurs qui nous renvoient des balles de 50 yards, on les reçoit aussi. Donc voilà, je tenais à dire ça. Bien sûr. Voilà. Voilà, des bonnes mains. Hein. Je vais répondre à ma propre question, qui sont les 2 joueurs les plus forts avec qui j'ai joué. J'ai joué aux Quarks de Villebon et j'ai 2 noms à donner, un en attaque, un en défense. En défense, on avait un safety qui a joué au Corsair aussi, Ouais. Kevin Plancheneau. Ok. Même type qu'Adèle, en fait, le nez pour le ballon. Tu sais, t'en as un par club ou un par région, le nez pour le ballon. Il avait une interception par match. De toutes les manières. En fait, c'est surtout, ils ont un instinct. Et en tant que QB, Un instinct de fou. j'étais toujours en mode, je sais que j'aurai un drive de 30 yards à faire parce que Kevin, il va me choper une balle, tu vois. Et c'était trop bien, Et shout out à un de mes receveurs préférés, hein, qui était Paul, et j'ai plus son nom, Paul B quelque chose, Paul Bourvel, Paul Bournel, quelque chose comme ça, mais on a joué en cadet et junior ensemble, donc ça remonte tellement. Oh, quand t'as quelqu'un qui a des mains sûres, genre je lance une saucisse, il l'attrape, je lance là-haut, il l'attrape, je lance en bas, il l'attrape, tellement bien. Ah, moi, j'avoue, j'ai eu de la chance aux Strikers. Je pourrais pas vraiment, si j'avais mon receveur numéro 1, c'était Vince, mais globalement, mes tight ends et tout, c'était tous trop forts. Je savais que je lançais, ça a catché. Ah ouais, Ouais. t'avais pas d'erreur, enfin, Non. Franchement, quand on était au complet, j'avais vraiment des beaux athlètes et c'était vraiment cool. Le problème, tu connais en France, c'est qu'il fallait être complet ouais. aux entraînements, C'est ça. etc. Mais quand on match, on s'était bien entraîné et qu'on est arrivé en match, franchement, au niveau de l'offense, on avait des bons athlètes. Franchement, on était bien. Ouais. Bon, on referme la partie nerd de foot. Vous inquiétez pas, les gens qui sont venus pour parler caméra, on est là. Mais dans les commentaires, les gens, ils sont contents. Il y a des gens des Corsaires qui connaissent Kevin. Kevin, un des meilleurs DB que j'ai coaché. Bah ouais, voilà, c'est ça. On va passer sur le sujet matos. Comment tu tombes dans le monde des caméras? À quel moment tu te dis, je veux faire ce métier déjà? Alors, à la base, moi, je suis graphiste. Mhm. Donc, je suis dans le métier artistique depuis très longtemps. T'as dessiné tous tes tatouages ou pas? Non, j'en ai dessiné certains, mais il y a beaucoup de pièces d'artistes Ok. qui sont tatouées soit par les artistes, soit par ma meilleure pote qui Ok. me tatoue des pièces d'artistes. Ok. Mais non, moi je dessinais beaucoup petit. En fait, moi j'ai fait vraiment beaucoup de graffiti quand j'étais plus jeune. C'est ça qui m'a amené dans la voie du dessin. Quand j'ai fait mes études d'art, au début, je voulais faire que du dessin. Je voulais pas toucher un ordinateur. Ok. Raté. Ah oui, d'accord. T'étais le mec qui disait, Ah non. moi et mon papier. Ah non, moi je refusais l'ordinateur pour moi. Mais à l'époque, encore une fois, moi j'ai 41 ans, donc à mon époque, Photoshop c'était de la merde, les ordinateurs c'était Ouais. de la merde, c'était vraiment pas ouf. C'est pas les ordi que t'as aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu utilises de l'IA, quoi. Ah, aujourd'hui, non mais c'est ouf, l'évolution en quelques années, c'est dingue. Tu dessines même plus. C'est dingue, tu vois. Et quand j'ai fait mes études, j'ai commencé à découvrir, parce que j'étais dans un lycée d'art où en fait il y avait tout. Il y avait de la photo, du dessin d'exécution, du dessin artistique, de l'ordinateur, il y avait voilà, de l'infographie, il y avait plein de choses. En fait, c'était vraiment un truc général pour après pouvoir t'orienter dans une voie précise. Tes parents, ils comprenaient l'art ou ils se disaient, Oui, notre fils est mon taré? père il fait de la photo, mon grand-père faisait de la photo, ma mère, tu sais, elle fait partie des mamans où genre bah si t'aimes ça, vas-y. D'accord, non mais c'est Ah bon. ouais, j'ai été Ok, super aidé par d'accord. mes parents, donc ça, ils m'ont grave soutenu là-dessus. Et en gros, après l'école, donc après le lycée, j'ai été gobelin en informatique, en vraiment graphisme pur, apprendre Photoshop, etc. Tous les logiciels, donc j'étais graphiste. Et à partir de là, tu commençais à kiffer, enfin, parce qu'au début, Ouais, tu disais- j'étais à bloc, mais j'étais vraiment dans le truc créa. Et en fait, j'ai commencé la photo parce que je faisais beaucoup de skate et de BMX. Et en fait, j'avais des potes vers Fontainebleau qui faisaient de la photo de skate et de BMX. Et ça m'inspirait beaucoup. Je voyais toujours, moi, en fait, j'ai toujours eu cette passion de l'image pure, peu importe l'outil que tu utilises, Ouais. l'image. Et en fait, j'ai commencé la photo. J'ai acheté à un client un appareil photo. Ok. À un client, tu lui as acheté Ouais. un appareil Ouais, photo. et c'était un joaillier. Ok. Et en fait, il avait acheté ça pour prendre en photo ses bijoux, sauf Ouais. qu'il savait pas faire de photos. Ok. Donc il m'a dit, écoute, je m'en sers pas, je vais te le rendre. Donc ça a été mon premier vrai boîtier. Avant, tu sais, t'as les petits boîtiers numériques de vacances, donc je faisais plein de photos de potes, mais c'est pas de la vraie photo. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire de la photo de skate et de BMX, et j'ai vraiment lié une passion de la photo d'action
Ok. Tu vas figer un moment, tu vois. La vidéo ne m'a jamais vraiment attiré. Ok. J'ai aucun sens du rythme. Je suis claqué en vidéo. Ok. Vraiment, je suis pas bon. Les montages que je faisais pour les strikers, c'est avec Ouais. les highlights, tu vois, des Ouais. des meilleurs moments et tout. Ouah, à chaque fois mes vidéos elles C'est sont claquées terrifiant. pour essayer de le caler sur le son et tout. Ouah, ça me prenait la tête trop long, l'enfer. L'enfer. Moi, je suis un mec de l'image fixe, tu vois. Mm. Et Attends, il y a des gens qui demandent t'as le nom du boîtier ou pas du tout, juste. ouais, c'était un Nikon à l'époque. C'était un Nikon. Un D300, je crois. Ok. Imaginez un dinosaure pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'était lent et tout machin. Mais c'était trop cool, j'étais trop C'était hypé. heureux. C'était une dinguerie, je pouvais changer Et donc, l'objectif. Tu commences sur de la photo BMX, skate, Ouais. tout ça. Ouais, j'avais déjà à la base de mes cours que j'avais fait en école d'art. Donc, j'ai commencé sur l'argentique, etc. Donc, je connaissais déjà bien. Et après, c'était juste l'application. Mhm. Donc, en fait, c'est de l'autodidacte. La plupart du temps, maintenant, ils peuvent le dire. Tous les gens qui font de la photo, du graphisme, des machins, c'est 99% de l'autodidacte. T'apprends des choses à l'école. Mais réellement, moi, je connais des gars qui sont talentueux de ouf, ils ont jamais été à l'école. Ouais. Ils ont jamais été dans une école d'art, Mhm. tu vois. Donc voilà, j'ai commencé la photo comme ça, et après j'ai développé au fur et à mesure. Et moi, dans mon parcours de photo, j'ai touché vraiment à tout. Mhm. C'est-à-dire que j'ai bossé beaucoup avec une agence qui était très éclectique, où on bossait et j'ai fait du corporate, du culinaire, j'ai fait de la mode, Ok. j'ai fait de l'architecture. Voilà, j'ai appris mon métier. Ça passe partout. En fait, j'ai appris la photo, j'ai appris la lumière dans tous les sens du terme, Mhm. partout. C'est-à-dire que je me suis pas dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, tu sais, qui veulent tout de suite et qui veulent faire genre un truc genre ouais, je veux être dans la mode, je veux percer dans la mode, je veux faire que de la mode. Non, c'est une erreur. Paris Fashion Week. C'est une erreur. Et en plus, je veux, ouais. C'est une erreur. Faites plein de choses. Faut apprendre à faire plein de choses, à découvrir plein d'univers pour justement apprendre la gestion de la lumière, du posing, de toutes ces choses-là qui sont liées au métier de l'image. C'est ouf. Tu vois. Et quand t'as eu l'habitude de shooter un truc fixe, genre un immeuble, Oui. et puis après tu vas chez BNP et tu shootes un mec corporate, et puis après tu vas shooter un plat d'un grand chef. En fait, après, plus rien ne fait peur. Ouais. Moi, je vais sur n'importe quel shooting aujourd'hui. Tu me dis de faire quoi que ce soit, je sais le faire. Mhm. Parce que justement, j'ai pu tâter sur plein de terrains différents. Alors, j'ai pas fait autant de choses, mais c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Va filmer des mariages. Ou va faire des photos de mariage. De fou. Parce que dans un mariage, t'as absolument tout. T'as des fixes, t'as un Mariage, listing. événement Ouais, général. Événement général. T'as tout. Tu dois faire des portraits, tu dois faire du large pour tout montrer, tu dois faire du à l'extérieur à tel moment, à l'intérieur avec une lumière dégueulasse. En fait, c'est l'adaptation. Ouais. C'est la clé, c'est l'adaptation. Mhm. Tu vois. Et je sais que maintenant, moi, dans mon taf, je le remarque beaucoup. Je taffe beaucoup avec des gens qui ont besoin justement de cette faculté d'adaptation. Mhm. Parce que quand je vais shooter des athlètes, il peut se passer tout et n'importe quoi. L'athlète, il arrive en retard, ou il barre plus tôt, le temps, il est changeant. Au final, le brief, il change à la dernière minute. Enfin, tu vois. Donc, si t'as appris dans un événement, etc., à t'adapter rapidement, c'est un outil de ouf dans la vie. Et tu sais que tu me l'as appris, mais d'une phrase très simple. Tu m'avais pris sur tes premiers shootings. Je sais que je te l'ai dit à un moment. Je fais putain, Rémi, tu sais pas ce qui m'est arrivé, moi, avec l'athlète Puma. Ils m'ont dit que je l'aurais 10 minutes. Je l'ai eu 5. Il m'a regardé, il m'a fait Mon quotidien. bienvenue dans la vraie vie, en fait. Et moi, en fait, je pensais, du haut de mes 20 000 abonnés à ce moment-là, que je pouvais dicter que l'athlète, il allait être là pour. Et en fait, juste que tu m'as rien appris, tu m'as juste délié un truc. Ah oui, c'est vrai, c'est les règles du jeu, en fait. C'est les règles du jeu de devoir s'adapter. Tu es au service du projet. Ouais, c'est les règles du jeu. Et en fait, t'as plein de milieux. Alors, moi, je vais parler vraiment du milieu que je connais, c'est le sport. Parce que si tu le compares, par exemple, à la mode, les gens, généralement, la mode, le photographe est central. De ouf. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige tout. Les modèles sont là au service du projet. Donc, si ça dure 1 heure de plus, ça dure 1 heure de plus. Alors que quand tu shootes des athlètes, tu es à la disposition de l'athlète et du bon vouloir de l'athlète. Si le gars, il est fun, il te laisse un peu de temps. S'il est pas fun, parce qu'il ça lui casse les couilles, c'est dans son contrat, mais il s'en fout, t'avais 10 minutes, il a 5 minutes, au bout de 5 minutes, il dit à son agent, je m'en vais. Ouais. Et si toi, t'as pas tes photos, t'es mort. Si t'as pas ta vidéo, t'es mort. Faut que je te raconte la dernière. Je m'excuse en live à l'agent de Teddy Riner. Teddy Riner, on était censé l'avoir de 10h à 11h à un décathlon. Il arrive à 10h47. Tranquille. L'agent, elle me fait on a un truc, on doit partir à 11h. Je lui fais non, mais laisse-moi un vrai moment, mais promis, je te le lâche. Promis, je te le lâche dans pas longtemps. Mais genre, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, Teddy Riner, il arrive. À tout moment, il peut me dire, ok, je dois me casser. Donc vraiment, je me dis, allez, en 15 minutes, je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, je tourne jusqu'à ce qu'on m'arrête, tu vois. Classique, tu vois, un truc classique. Donc, il arrive à 47, hein. Je lance le rec. Je l'ai pris 55 minutes. Et il était content d'être là. Il était trop content d'être là. Et je sais que l'agent, elle était avec les gens de Decathlon en mode bon, c'est quand qu'il part, c'est quand qu'il part, c'est quand qu'il part. Je l'ai pris 55 il minutes. était trop hypé, quoi. Il était Parce que trop tu l'as content. emmené, En fait, c'est ça, en fait, un athlète, quand tu le prends, il faut pas qu'il y ait de temps de latence.
Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que tu l'attrapes et il y a aucun moment, il faut que genre il puisse attendre genre 1 minute, il se passe rien. 1 minute, c'est gargantuesque, c'est énorme. C'est-à-dire que pendant 1 minute, il fait rien parce que toi, tu parles au client. Non. C'est-à-dire que tu l'enchaînes. La préparation de ton shooting, elle est méga importante. Il faut que tu te fasses tous tes scénarios. Si tu l'as 10 minutes, tu sais que dans ta tête, tu prépares tout pour 5 minutes. Les 5 minutes qui restent, c'est de l'extra time. T'es tranquille, c'est de l'extra shot. C'est de l'extra shot et tu l'enchaînes. Et vu que toi, t'as un bon phrasé, etc., forcément, je me doute qu'avec Teddy Riner, en plus, c'est un bon client. Moi, j'ai déjà shooté une fois. Ouais. Il est incroyable, ce mec. En plus, Teddy Riner, dans un décathlon. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que si j'ai pas quelque chose à lui dire, je tourne la tête, il y a un rayon, il y a une activité. Il y a toujours quelque chose à trouver. Alors là, franchement, c'est le cadre le plus parfait, tu vois. Donc, on va lister un petit peu. On répond à une question juste pour avant de repartir. Tu fais tes prépas shooting mood board sur quoi? Ouais, on va te demander tu fais des PDF, genre? Sur tout. Tout et n'importe quoi. Ouais. Moi, je l'ai fait dans Notes de l'iPhone. Non, il y a pas de règle. En soi, si je veux faire un truc clean, moi, je suis à l'aise avec InDesign. Donc, en fait, je fais ma belle mise en page sur InDesign. T'as des sites où tu peux créer des mood boards. Des fois, avec un client plus fun, que tu connais bien, tu peux balancer directement sur WhatsApp. Tu vois, tu glisses, tiens, regarde, j'ai cette idée, machin. Enfin, tu vois, en fait, ça dépend du client, ça dépend du relationnel que t'as, ça dépend de l'ampleur du projet. S'il y a une présentation client, des fois, tu les envoies en vrac et c'est l'agence qui va les mettre en plage. Enfin, t'as plein d'outils, t'as plein de solutions. Il y a pas de bonne manière. Non, il y a pas de règle. Ok. Allez, on va lister mitraillette des noms d'athlètes que t'as pu avoir. Neymar, Dembélé, Messi, tu l'as shooté. Mbappé, tu l'as shooté. Jamais Messi. Non, pas Messi. Jamais Messi. Ah, c'est dommage. Mais il m'attire pas du tout. Ça te saoule que les gens te comparent à lui. Tu sais, si je ressemble à Messi. Tu sais que quand je l'ai annoncé, mais sous 5 minutes, il y a quelqu'un qui m'a dit putain, Messi est devenu balèze. Messi et Gignac. C'est les deux souvent qu'on me. Gignac, je l'ai pas assez en tête, mais du coup. Et quand Messi, moi j'habite à Boulogne, quand Messi il était à Paris, souvent dans la rue il y avait des gens, je voyais, ils regardent, genre ils pensaient que j'étais Messi, genre aucun sens. Genre il va chercher sa baguette à Boulogne, genre aucun sens. Ok, t'as eu quoi d'autre comme nom? Teddy Riner. J'en ai plein. Vas-y, on mitraille comme ça. J'en ai eu plein parce que j'ai eu toutes les teams Puma, pas mal de joueurs Adidas, beaucoup de basketteurs, Wemby, je sais pas, en fait, je regarde mon Insta, ça fait 20 ans que je fais la photo, donc c'est dur. Bah, c'est juste pour un petit peu contextualiser la question qui suit. C'est qui le dernier qui t'a fait je vais shooter cette personne, j'ai hâte, parce qu'à partir d'un moment, voilà, t'es très professionnel, tu vas à ton shooting, tu fais ton taf. Mais donc, c'est qui le dernier qui t'a fait quelque chose? Et tu sais que moi, le dernier qui m'a fait quelque chose, c'était avec toi. Ah ouais? Je l'avais même pas prévu. C'était qui? Bah, j'étais assistant sur le shoot équipe de France. C'est même pas Mbappé. C'est Didier Deschamps, il rentre. Et je sais pas pourquoi. Didier Deschamps, il m'a fait quelque chose. La légende. Mais il est pas grand. Ouais. Mais je te jure qu'il remplit la pièce. Ouais. Moi, ça m'a fait quelque chose. Il a beaucoup de guérison. Surtout en équipe de France, il doit driver un peu les joueurs. Il est costaud. Et c'est marrant. Oui, parce qu'ils avaient entraînement juste après, je crois. Donc, je t'avoue qu'il était. Puis de toute façon, il y a un timing. En fait, lui, il arrive, tu vois, il observe, manager, tu vois. Il regarde et tout, ça se passe bien. Mais quand dans son ça se passe bien, tu sens qu'il y a un. Ça se passe bien. T'as pas le droit de dire non, ça se passe pas bien. Toi, c'est qui le dernier que t'as fait un petit. Franchement, ça peut remonter, hein, c'est normal. En fait, moi, je suis pas du tout fanboy. Okay. C'est-à-dire que déjà j'ai beaucoup shooté dans le foot. Maintenant j'apprécie beaucoup le foot. J'adore le foot. Mais avant j'étais pas du tout fan de foot. Vraiment pas du tout. Donc en fait quand j'allais shooter, tu vois, des Griezmann, des gros joueurs, ça me faisait pas grand-chose. J'ai toujours été beaucoup plus hypé par le projet que par l'athlète. Okay. Tu vois, tu me dis tu vas shooter, je sais pas moi, Wemby, et que le projet est pas ouf. Je suis content de voir Wemby, mais ça me saoule que le projet soit pas ouf. Ouais. Par contre, tu me dis un joueur de seconde zone, tu vois, un joueur d'une petite ligue ou machin, mais le projet il est chambé, je suis beaucoup plus hypé. C'est quoi un projet chambé pour quelqu'un qui n'est pas de ce monde? Je sais pas, c'est quand en fait le challenge c'est, je sais pas moi, il peut y avoir des créations de décors où on me laisse beaucoup plus de liberté. Des fois on te laisse beaucoup de temps avec l'athlète. Ouais. C'est déjà arrivé, tu vois, genre le mec il est à dispo, ce qui fait que t'as le temps de vraiment pousser le vice de la DA, rentrer avec lui, tu vois. Parce qu'en fait, généralement, quand tu prépares un shoot et que t'as 10 minutes pour l'athlète, en 10 minutes, faut que tu optimises à mort. Donc tout est préparé, tout est listé. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de place à l'improvisation. Quand t'as un peu plus de temps, tu peux te permettre un petit peu, tu vois, qui te propose des choses, discuter un petit peu avec lui. Tiens, ça, c'est des projets qui sont très cool. Après, il y a plein de projets aussi un peu techniques, tu vois, où moi ça m'est arrivé en fait où des fois je suis pas en création, mais par contre l'agence m'envoie des choses et me dit voilà, on a cette contrainte technique là. On parlait des IA, avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup de trucs, tu vois, genre où en gros l'agence a créé une IA, le client il est tombé fan de l'IA, il m'a dit ouais par contre il faut ça. Ah genre il y a genre un élément à utiliser. Non, pas l'élément, le visuel. C'est-à-dire qu'ils ont créé un truc d'IA et en gros il faut faire l'IA.
C'est-à-dire que ça m'est arrivé pour une campagne qui a rien à voir avec le sport. J'ai shooté pour une marque de chips, Lay's. Ok. L'agence avait créé des IA qui étaient cool, tu vois. Rien à voir avec le sport. Rien à voir avec le sport. Quand tu dis, t'as shooté des paquets de chips, quoi. J'ai shooté des gens, des modèles, il y a des gens. C'était des situations, tu Je vois. me demandais si c'était produit ou s'il y avait quand même des gens. Il y a des gens. Non. Et il y avait des gens dans des villes, ok. Et il a fallu en fait reproduire ces IA, mais même jusqu'au casting, jusqu'au stylisme, tout pareil. Et le problème, c'est que j'ai dû shooter. Tu vois, par exemple, j'ai dû shooter une scène de Nice, mais en Bretagne, alors qu'il faisait gris. Donc là, si t'as pas une faculté de t'adapter, une connaissance de la lumière, tu vois, où faut inverser le soleil. Genre parce qu'en fait, ils ont fait un repérage et en fait, l'angle qu'il faut prendre, c'est celui-là. Mais toi, dans ton IA, le soleil, il est là-bas. Et là, il est là, le soleil. Donc, il faut que tu t'adaptes et que tu recrées ta lumière artificiellement. Tu vois, donc en fait, il y a des trucs comme ça, techniques, que moi, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est challengeant. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Tu vois, il y a toujours ce côté un peu sport qui revient. Oui, bien. Tu vois, on me met un challenge, genre j'ai ça à réaliser, ok, je m'enlève ce truc de genre, c'est pas créatif, fais chier, moi je veux être un créatif. Non, je m'en bats les couilles. Ok, il y a le challenge, vas-y, je vais aller chercher ce challenge. Tu vois. Ok, je comprends, je vais rester sur l'IA, mais je partage de ouf le truc du challenge. Moi, maintenant, j'adore, tu m'amènes sur un tournage, tu vas avoir que 1 minute avec le gars, tu vas avoir ça, t'as pas accès à ça, pas accès à ça, tu penses que tu peux faire une vidéo? Ouais, et je vais en faire une bien de vidéo, tu vas voir. Genre, j'adore ce défi. Et je veux juste rester sur ton cas de Lay's. Donc, ils ont fait un design entier qu'ils ont kiffé en IA et ils voulaient pas utiliser l'IA, ils voulaient vraiment faire du shooting. Parce que Lay's, ça fait partie de PepsiCo. Ok. Et aux États-Unis, PepsiCo refuse l'IA. D'accord. Donc moi, ça m'arrange. Oui, parce qu'ils ont fait un vrai shooting. Parce que les IA en soi, elles étaient belles. C'était bien. Mais ils ne pouvaient pas printer ça. Donc, ils ont voulu le refaire en vrai. Donc, c'est là où j'interviens. Genre, techniquement, ok, il faut reproduire exactement ça. Ouais. Ok. C'est un truc que j'admire chez toi et je trouve qu'il y a peu de photographes que j'ai pu fréquenter. Après, tu en as fréquenté plus. Je trouve qu'il y a peu de photographes qui peuvent maîtriser leur lumière exactement au millimètre près. Toi, pour moi, tu dessines ta lumière, tu la maîtrises. C'est exactement ça. Et donc, comment tu fais du coup le soleil qui est de l'autre côté? Genre vraiment, c'est quoi? C'est tu mets une autre lumière? Tu mets ta lumière à toi? Sans rentrer dans les trucs trop techniques. En gros, j'ai toujours des flashs en plus. Donc, tu vas mettre ta scène à l'ombre, ok, c'est-à-dire que t'as des grands backdrops, tu vois, que tu vas mettre pour couvrir le soleil, pour éviter qu'il ait en pleine tête. Et après, tu vas recréer une lumière à un autre endroit, une autre source. Ok. Et tu construis ta lumière comme ça, avec des réflecteurs, avec plein de choses. Ok. Tu viens tricher, quoi. Fort. Je passe du coq à l'âne. Parmi les sports que t'as shooté, je te parle pas de sport sur le terrain, mais sport même en studio. C'est quoi le sport le plus difficile à retranscrire, à faire vivre? Le sport où tu te dis, putain, si je fais pas les 2 poses habituelles, c'est un peu dur. Moi, perso, en vidéo, c'est le vélo, c'est dur. Parce que le vélo, il roule et tu peux pas faire beaucoup plus de choses que les filmer en train de rouler, quoi. Ouais, le vélo, j'ai déjà shooté. L'athlétisme, encore, ça va parce que tu vois, il y a un début, une fin, il y a un côte à côte, il y a un ceci, il y a un cela. En fait, pour moi, réellement, dans ces trucs-là, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tout est possible, mais ça dépend des conditions que tu as. Tu vois, typiquement, ce qui est galère avec les joueurs où ils ont des crampons, tu vois, foot, rugby, etc., c'est qu'il te faut les conditions. Si tu veux des photos d'action, il te faut les conditions qui sont réunies. Il faut que tu aies un sol qui soit adapté, sinon tu peux pas le faire. Tu vois, le vélo, t'en parlais. Si t'as pas un minimum d'outils pour les faire rouler et shooter, surtout que des fois en studio, t'es sur place, donc il te faut tous les systèmes là, je sais pas comment ça s'appelle, un roller, je sais pas quoi là, tu peux pas le faire. En gros, un tapis de course. Exactement. Tu vois, tennis par exemple, j'ai déjà shooté des campagnes où les gars, faut qu'ils mettent des frappasses. En fait, s'ils peuvent pas taper dans le studio, t'es obligé de faire du air tennis, mais t'as pas vraiment la même énergie, etc. Donc, en fait, tout dépend des conditions. Mais réellement, j'ai jamais eu vraiment de problème pour retranscrire si t'arrives à avoir les conditions. Si tu réunis les bonnes conditions de shooting, tu peux avoir le résultat que tu veux. Avoir tout ce que tu veux. Ouais. Ok. Et moi, je sais que c'est un kiff d'essayer d'aller dans un. Moi, je rêve de shooter le plus. Je suis un peu comme toi, le plus de sport possible. J'ai envie de faire des bêtes de visuels en ping-pong, en badminton. J'ai envie de découvrir. Mais il y en a plein que j'ai pas fait. Il y a énormément de sports que j'ai pas fait. Genre, c'est quoi un qui. Vas-y. Là, je viens de le dire, tu vois, ping-pong, badminton. Ah ouais? Ça pourrait être trop marrant. Vas-y, venez, Félix Lebrun, Alex Lebrun, venez. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Ça serait grave. Tu vois, il y a des sports. Tu vois, j'avais jamais fait de cyclisme. Et quand je l'ai fait, je suis trop content parce que je l'ai fait avec FDJ Suez. Et c'est une équipe féminine, ils ont voulu, le gars de la com, il a voulu vraiment casser les codes. Et c'est trop stylé parce on a déverrouillé un truc. Parce qu'il y a des sports comme ça qui sont un peu poussiéreux, tu vois, genre où ils ont des codes, etc. Et quand tu viens et qu'on t'autorise à casser les codes, c'est trop intéressant. Tu peux faire trop de trucs. Donc moi, j'adorerais avoir des visuels en badminton ou dans le tennis de table où tu fais des trucs. Mais bien sûr. Des fléchettes. Oh, je pense que tu pourrais faire des trucs méchants. De fou, mais bien sûr.
Mais bien sûr. J'ai fait de la fléchette ce week-end. T'as fait de la Ouais, c'était lourd. Ah, j'ai cru que tu allais dire genre en pro, j'ai fait de la fléchette. Ah non, j'ai il y a juste quelques années. Non, Je l'ai jamais dit, mais non, ouais. j'ai juste joué. J'ai fait 2 parties. J'ai gagné une. Je me suis fait marbrer après. Dans le chat, il y a Tim qui te dit bonjour. Tim avec qui on a déjà bossé. Ah ouais. Tim qui est passé chez moi et qui a vérifié que je mette bien mes lumières. J'espère que le rendu te plaît, Tim. Mon gars sûr. Qu'est-ce qu'on a envie de dire d'autre? Est-ce que t'es toujours passionné par ton taf? De fou. Ouais. Tu t'éclates toujours? De fou. Genre, est-ce que tu. Parce que moi, j'ai 30 ans. Je m'éclaterai toujours dans 10 ans? Bah en fait, tout dépend de ton évolution. Et je sais que t'es un peu comme moi, tu tourneras pas en rond, tu vas trouver des nouveaux trucs, etc. Donc en fait, il y a tout le temps des nouveaux outils, des nouveaux projets. Tu vois, par exemple, moi j'ai fait du graphisme pendant des années, et là depuis 2022, j'ai arrêté totalement le graphisme. Ah, je savais pas ça. Je fais plus du tout. Okay. Parce qu'avant, je faisais du graphisme et de la photo. Je faisais toujours 50-50. Et je sais pas pourquoi, c'était inconscient dans ma tête. Je m'étais toujours dit qu'à mes 40 ans, en gros, je switcherais. Okay. Et c'est ce que t'as fait. Et ouais, exactement. J'ai switché et maintenant, je fais que de la prod photo. Parce que justement, j'en ai ressenti le besoin. En fait, réellement, faut suivre ses envies. Et je n'étais plus animé par le fait de faire un logo, faire une affiche, faire tous ces trucs-là. À part s'il y avait mes photos et c'était ma construction de base, de A à Z. ça ne m'intéressait plus trop, tu vois. Et maintenant, je m'éclate dans la prod parce que je retrouve, encore une fois, on fait le lien avec le sport, ce côté équipe, tu vois, où je vais en déplacement, je prends mon van, je monte mon équipe avec moi. Ton équipe dedans. Ouais, on va quelque part, on crée notre truc, on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux athlètes, etc. On se déplace. Moi, j'adore ce truc-là. Donc, en fait, il y a réellement aucune redondance là-dedans. Tous les projets sont différents. Je rencontre des acteurs du sport tout le temps, des nouveaux athlètes tout le temps, parce que ça évolue en plus tout le temps. Ouais. Donc, je vois pas comment je pourrais m'ennuyer là-dedans, quoi. Ok. Parmi les athlètes, c'est qui les gars avec qui tu sais que tu vas passer un bon shooting? Griezmann, on sait qu'on passe un bon shooting en général avec lui. Qui sont les bons clients? Tu te dis, ah, vas-y, on va se marrer. Alors, oui et non. Ah ouais? Ouais, oui et non, parce que alors Griezmann fait partie de mon top 3 et il est pas 3e, il est pas 2e. Ok. Voilà. Mais je l'ai déjà vu dans des bad moods où c'est pas agréable. Il est complètement éteint. Genre Fédé, je l'ai déjà shooté sur un événement Puma. Sur tous les shootings que j'ai fait dédiés avec lui, il était trop cool. Mais sur ses, tu vois, il a passé une mauvaise journée, il a pas envie. Moi, je l'ai shooté sur son dernier rassemblement équipe de France, il était blessé, le pauvre. Tu sentais qu'il avait pas trop envie, donc j'ai pas trop poussé. En fait, il y a des moments où il y a des athlètes. C'est pour ça que c'est très dur de les juger des fois sur un shoot où tu les as vus. Bien sûr. C'est que des fois, tu vois, par exemple, sur un Media Day, le stand d'avant, ils lui ont cassé la tête. Ouais, il a pas envie. Ou alors un shoot dédié, tu sais pas, ça se trouve, il a eu une mauvaise journée, ou il est blessé, ou il a eu une mauvaise nouvelle. Donc, en fait, des fois, d'un athlète, j'essaie de pas trop mettre d'attente. Parce que si je m'attends à un truc de ouf et qu'en fait, le gars, il est blasé et il est un peu saoulé, je vais me dire, ah putain, c'est un con. Alors que pas du tout, en fait. Juste, il a le droit, en fait, d'être un peu down de temps en temps, tu vois. Ça m'est arrivé en croisant un joueur de foot US. Ouais. Vas-y, un gars de un peu notre génération, receveur, que tout le monde adorait. Trop sympa, je l'ai croisé et j'ai eu une mauvaise interaction. À ton avis, c'est qui? Un gars que tout le monde adore. Aujourd'hui, podcast. Aujourd'hui. Un receveur. Ouais. Il joue français, qui joue en... Non, pas français, un joueur américain. Ah, un joueur américain, ouais, je me disais, putain, tu vas afficher un gars. Non, pas un joueur de NFL. Vas-y, on va faire la devinette, on va voir dans le chat si. Odell Beckham? Non, plus de notre génération à nous. Juste, tu remontes encore un peu. Je remonte encore un peu? Mais flamboyant comme Odell Beckham. AFC. Fitzgerald? Non, AFC, flamboyant. Fitzgerald, il est pas flamboyant. Ouais, Fitzgerald, il avait. Non, il est trop fort. Il est fort, mais il est pas flamboyant. Putain, qui peut y avoir? Il y en a plein. Tu te dis, vas-y, il est marrant, il est cool, il fait le showman. Edgy Brown? Il joue. Non, il joue en AFC, plus notre génération, plus de quand on a découvert le foot. Vas-y, dis-moi. Dans les années 2000, Chad Ochocinco. Ah oui, Ochocinco. Tu vois, j'ai mélangé les deux. Ah, tu vois, je l'ai croisé et le mec, il venait de poster un podcast ce matin, il portait un maillot Zidane 98, tu vois. Je le croise, je fais, ah mec, trop cool, le maillot, nanana. Il m'a pas calculé. Mais bon, on est en plein milieu du Super Bowl, il a dû faire 8 médias, je sais pas quoi. Et voilà. Mais oui, c'est vrai, j'essaie de pas juger aussi. Ça dépend. Et bon, on peut pas s'attendre. Regarde, tu vois, par exemple, moi j'ai déjà shooté Luis Suarez, tu vois, qui a une image sur le terrain, un vrai con, tu vois, agressif, machin et tout. Et le même événement que j'avais shooté Puma où Griezmann était pas bien, je fais Luis Suarez, je l'avais déjà shooté plusieurs fois, tu vois, avec ses enfants, il me reconnaît, il me serre la main, ouais, ça va et tout. Quoi? Ah ouais. Comment ça? En fait, t'es archi cool en fait, toi. Ouais, okay. Je te vois sur les shootings très sérieux et tout machin, mais là t'es un événement, t'es avec tes enfants parce que quand il est avec ses enfants, genre c'est un autre personnage le gars. Ouais, et genre trop fun, tu vois. Donc des fois t'as des bonnes surprises. Ok. T'as des bonnes surprises, tu vois. Bien.
Bien. Et du coup, comment tu gères se relationner avec les athlètes? Parce que tu dois être pro, tu dois être carré. En même temps, tu dois les mettre à l'aise. Tu vois, moi, je sais que je navigue. Hein. Je fais pas trop d'erreurs, je trouve. Je navigue, mais en même temps, moi, j'anime en plus le contenu. Donc, on doit être cool, mais je dois aussi respecter. C'est pas mes potes. Hein. Genre, même s'il y a de la. Exactement. Faut faire la différence avec ça. C'est pas mes potes. Faut pas gratter l'amitié. Exactement. Comment tu gères, toi, le truc? Alors, déjà, en premier lieu, s'il y a team, ça veut dire qu'il y a des gars de mes équipes. Prendre des équipes qui sont cool. Prendre des gens qui sont fun. Au-delà du talent, faut prendre des gens qui sont cool avec toi. Déjà, pour que ton client il se sente à l'aise, bien entouré, bien encadré. Quand le joueur il arrive, moi, ma satisfaction des fois, hein, c'est quand le client il vient me voir et que l'agent du joueur a dit ouais top, il a passé un bon moment, trop bien les équipes, merci. Voilà, ça pour moi déjà c'est la première victoire. Donc être bien friendly, bien encadré et qu'ils se sentent porter un peu, tu vois. Toi, tu le fais très bien parce que forcément, tu leur parles, tu les animes, etc. Moi, sur le shooting, j'ai un peu moins d'interaction parce que ça va très très vite, mais toujours leur parler et encore une fois, ne jamais les laisser un peu tout seuls, c'est-à-dire les incorporer au shooting quand ils veulent. Tu vois, genre leur montrer, tiens, qu'est-ce que t'en penses et tout, c'est cool. Ah, c'est cool. Si tu vois qu'il réagit, pas, tu lui montres pas parce qu'il y en a plein qui viennent, ils font leur photo, ils veulent partir. Donc, l'idée, c'est de cerner un peu dans quel mood il est tout de suite. Voir un petit peu, tu vois, par exemple sur les shootings équipe de France, quand tu fais le Media Day, tu vois, t'as des gars Kavaminga et tout, ils sont trop fun de ouf, t'arrives, ils te font des blagues toutes les 5 minutes, ils sont trop cool. T'as des gars comme Kylian, il est cool mais il est professionnel, c'est-à-dire qu'il te montre t'es pas son pote, on est là pour bosser, je vais faire ce que tu me demandes, mais tu vois, donc cerner ces trucs là pour pas que toi tu te dépasses. Dans le sport, les gens détestent les fanboys. T'es pas là pour prendre un autographe, t'es pas là pour leur gratter l'amitié, pour leur parler du dernier but qu'il a fait, non, absolument pas. T'es là pour le mettre à l'aise, pour lui montrer un peu ce que tu vas faire. Si tu sens que lui, il y a pas trop de retour parce qu'en fait il s'en fout de ce que tu fais, tes photos, tu le laisses tranquille, tu fais tes photos, tu lui serres la main, merci, c'était cool et tout. Voilà. Donc c'est essayer de le plus l'encadrer possible pour qu'il voit pas le temps passer, qu'il ait l'impression qu'il est venu, il est reparti. Ouais, c'est un milieu à trouver, je suis d'accord. Tiens, pareil, ton avis avec les athlètes sport féminin en général, c'est comment? Parce que moi je trouve que elles sont extrêmement demandeuses, elles sont beaucoup, la moyenne, elles sont beaucoup plus incluses. Elles s'incluent elles-mêmes dans le truc. Moi j'adore les shoot films. C'est trop cool. Toutes les que ce soit au basket, que ce soit vélo, football, toutes les meufs que j'ai shootées, à chaque fois c'était un bon moment. J'ai eu une fois une mauvaise expérience avec une athlète où elle était pas fun. Encore une fois, sans jugement, ça se trouve, elle était pas dans ce jour-là. Elle voulait pas qu'on la maquille. Elle refusait tout ce que je lui demande. C'était un peu compliqué. Mais globalement, les filles toujours très fun. Mais en fait, réellement, même les mecs en soi, les athlètes, c'est toujours assez cool. C'est toujours assez cool. C'est ceux qui mettent la pression. Souvent, c'est les agents. Ah oui. On va pas se mentir. C'est les équipes autour. Tu vois, c'est les clients qui ont. Il y a des campagnes où il y a beaucoup de pression, etc. Donc, en fait, c'est eux des fois qui mettent une atmosphère. Ils s'en rendent pas compte, mais qui mettent une atmosphère des fois qui est un peu pesante. Alors que l'athlète, lui, il vient, il fait ses trucs. Tu vois, dès qu'il ressent qu'il y a un peu de stress, bah automatiquement, lui, il est pas trop. Non, mais moi j'ai quand même bon feeling, tu vois, genre en général avec les filles, c'est peut-être parce qu'il y a moins de médias sur elles, donc quand elles le font encore plus engagées, mais au global c'est toujours des bonnes expériences, tu vois. De fou à chaque fois. Et puis moi quand je dois faire mes micros sur joueurs, il y a plein de sports où c'est relou. Les filles c'est trop bien, elles ont toujours des brassières, le micro est parfaitement placé. Je te jure que on me dit il y a une aspérité technique. Non mais on me dit micro sur joueuse, mais c'est trop bien, je sais que le son il va être parfait, je sais que le son il va être nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'était le shooting équipe de France qu'on avait fait. On avait fait les photos détourées, etc. C'était avant quelle compétition déjà? Coupe du Monde. Ok, donc avant la Coupe du Monde, pour vous donner le contexte, on a fait le shooting de tous les joueurs. Sur les positions simples que vous voyez, les positions FIFA, les positions portrait, tourner à gauche, tourner à droite, 3/4, etc. Elles sont diffusées où ces photos quand tu fais pas un shooting pour une campagne comme ça? Ça va où ces photos basiques détourées blanches comme ça, fond blanc? C'est des photos basiques sans être basiques. C'est-à-dire que, en fait, parce que souvent sur des Media Day, t'as des photos, ils appellent classiques sur fond blanc, tu vois, neutres, et les photos un peu créatives. Et moi, au stand que j'ai à la Fédé, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que je dois créer une base d'images, je dois faire le plus d'images possible pour que derrière, tous les partenaires, tous les graphistes, ils puissent les utiliser pour créer des affiches, des game day, des affiches d'événements, des jeux concours, etc. Donc en fait, il te faut le plus de matière possible. Donc c'est pas que bras croisés. C'est pour ça que nous, on faisait des trucs. On faisait du créatif aussi. On faisait du créatif, tu vois, genre essayer de trouver le plus de poses possible, assis sur une chaise, debout sur un tabouret, avec le ballon, jouer avec le ballon, faire des portraits plus close-up. Voilà, faut créer le plus de matière possible dans un temps limité et avoir une qualité d'image et une lumière qui soit le plus dynamique possible pour que
n'importe qui, Utilisable juste, sur il a juste à différents- détourer l'image, la coller sur un fond, elle est déjà bien. Il n'y a pas besoin de faire des retouches de malade, des Ouais. chromies de fou, tu vois. Donc, ça paraît simple au début, mais c'est assez technique. Mhm. C'est surtout les enjeux qu'il y a derrière parce que tous les partenaires les utilisent. Ouais. C'est un pack que reçoivent les partenaires. Ils reçoivent ça et ils peuvent créer Ils peuvent tout ce qu'ils veulent. utiliser. Tu vois, par exemple, EDF les utilise énormément Mhm. et ils font plein d'affiches Game Day et ils s'éclatent avec ça, avec plein d'univers. Donc je reçois souvent des messages de graphistes. Ils disent, Ah, on a tiens, utilisé, on a j'ai utilisé tes photos, trop ouais. cool et tout machin, tu vois. T'as déjà vu tes photos, on va peut-être pas citer les marques, utilisées sur des trucs éclatés. Bien sûr, tous les gens. Vas-y, raconte. L'enfer. Est-ce que t'as vu des trucs de tes photos utilisées sur des trucs éclatés à grande échelle, genre une affiche ou un truc? Ouais. Vas-y, raconte. Je vais taire tu le vas nom de taire la le client, marque, bien je sûr. vais taire les noms des graphistes, etc. Mais parce que je sais qu'aussi les graphistes, des fois, ils reçoivent. Subissent. Ouais, ils reçoivent des guidelines, genre en gros, on veut faire ça. C'est pas très beau. Oh, c'est pas très beau notre truc là. Ouais, mais on veut faire quand même ça. Et j'ai déjà vu des trucs dans le métro ou sur le périph' en géant, genre des trucs, genre je vois le truc, je vois, c'est mal détouré. Ou alors, le pire, je vous dis les graphistes. Là, je fais face cam. Les graphistes, Vas-y, s'il vous plaît. parle-leur. Mes photos sont déjà retouchées, sont déjà cleanées. Arrêtez de rajouter des filtres dessus, rajouter des chromies dessus. Elles sont déjà calibrées. S'il vous plaît, à la fin, ça devient des trucs, c'est imbuvable. Vraiment, c'est horrible. C'est le filtre Instagram rajouté Ah. dessus, c'est ça? C'est une souffrance. Je te jure. Quand, tu vois, j'ai déjà fait des shoots Media Day où le CM, il reposte la photo où il remet un filtre alors qu'elle était déjà calibrée. Et moi, je la vois genre, oh, ça me détruit de l'intérieur. Et, Ça me et détruit de derrière, l'intérieur. il te tag, il dit c'est lui là. Ouais, c'est lui, il a fait ce machin là. Oh non, putain, l'enfer. Horrible. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon. Au moins, je sais que. Moi, ça m'arrive pas, bah, du coup, parce que moi, je transmets rien comme matière. Je fais du produit fini, mais. Est-ce que vrai que- toi, déjà, peut-être des utilisations de vidéos où on recoupe ta vidéo pour en refaire un montage, peut-être? Non, ça va, ça, je me défends bien. Ouais. Je livre rien qui peut être recoupé, Ouais. etc. Mais Ouais, c'est c'est vrai que tellement ça monté pourrait. cut. C'est vrai que ça C'est tellement pourrait, monté tu vois. cut. Ouais, Ouais, exactement. Ça on a pris pourrait tes arriver. rushs, Samy, et on les a mis dans notre Ouais, vidéo. Moi c'est marrant parce que des fois quand on me demande, parce qu'en fait je filme, les gens qui me connaissent, mes vlogs sont tellement filmés d'une certaine manière, je tiens déjà la caméra verticale, je filme et je pense à mon montage, tu vois. Ouais. Et quand il y a des clients qui me demandent est-ce que je peux avoir les Les rushs rushs, bruts, bah non. mais moi je suis pas un vidéaste, t'auras jamais un plan qui te plaira dans ce que je filme parce que c'est Parce pas qu'ils sont quelque pensés chose- en amont. c'est pensé pour moi quoi. Exactement. Et un vrai vidéaste qui récupère mes rushs, je me dis mais qu'est-ce qu'il a foutu ce mec quoi. Allez, bon, et bien sûr j'ai des plans du sport qui sont propres, mais le reste, je pense à moi quoi. Bah, en fait, c'est surtout, tu dois avoir le cas, si on t'a déjà demandé ça, c'est les clients, en fait, souvent, des fois, ils te le demandent en avance, pardon. Non, moi, Et il ça- me le ça demande, va. moi, il me le Tu demande après. Et quand il me le demande après, Ah, je après, leur c'est dis, trop les tard. gars, s'il le demande en avance, c'est possible, je m'adapte. Ouais, tu peux vois, faire je des fais- petits des moments où tu trucs, prends des plans où tu sais qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Exactement. Moi, c'est pareil en photo. Les rares clients que j'accepte où ils prennent mes photos brutes, On se met d'accord. c'est prévu en avance, je sais ce qu'ils vont en faire derrière, etc. J'ai confiance, Mhm. c'est prévu, c'est devisé, c'est machin. Ouais. Mais quand tu me le dis après, no go. En fait, Ouais. j'ai l'impression de fournir, un travail qui est pas fini. Bah oui, c'est ça. Et moi, je peux pas. C'est ça. J'ai besoin de livrer une image qui soit finalisée. J'aime pas faire le truc à moi, moitié. moi, je peux le dire. Hein, j'avais fait les vidéos pour la NBA, tu vois, et il m'avait demandé de livrer des vidéos et des verticaux, des vidéos YouTube et tu sais des verticaux pour les réseaux Ouais. pour faire le teasing. Et j'étais très content de le faire. Une vidéo verticale, une vidéo YouTube. Je me dis bon, en vertical c'est peut-être un peu short, mais ok. Et bon, j'avais pas vu sur le contrat qu'ils allaient réutiliser pour faire des verticaux Ouais, eux-mêmes. ouais. Tu vois, c'est ma faute, j'aurais dû lire le truc, tu vois. Et ils ont pas non plus abusé, ils ont fait 3 verticales par vidéo YouTube, c'est pas un truc pour aller retourner le contrat sur la table, tu vois. Mais par contre, ouais, j'arrive sur le compte NBA et je vois, ils ont recoupé dans ma vidéo YouTube dégueulasse, tu vois. Ça fait mal, ça. Et ça fait mal, quoi, parce que moi, j'aurais été content, dites-le moi, tu vois. C'est juste que eux, je suis sûr, hein, l'agence, ils l'avaient pas prévu, ils se sont dit après, ah bah venez, on fait ça, je sais pas quoi, tu vois. Alors que moi, bah, je l'aurais mieux fait que vous, enfin, tu vois, j'aurais pu vous faire quelque chose de vraiment bien, tu vois. C'est la frustration. Ouais, mais ça arrive dans notre métier. Ça arrive dans notre métier. Et donc, du coup, comment t'as réussi à... Alors, attends, je lis un petit peu du chat, un petit peu. Il y a des gens de ta team qui ont répondu Akai137, je sais pas qui c'est, mais il y a des gens de la team de Rémi Ça doit être Dorian, ça. qui sont dans le chat. Yo, ça te dirait de filmer mon sport un jour? Je fais du water polo en pro A. Bah écoute, avec plaisir. Je passerai, t'as des demandes comme ça dans le chat. Ah ouais, mais toi, Shooting dans l'eau, c'est stylé. t'as Hein. déjà fait des photos dans l'eau, toi? Incroyable. T'as dû plonger et tout? Incroyable. Bouteille et tout? Raconte. Incroyable. En gros, je fais une campagne pour Samsung pour les JO où je shoot plein d'athlètes. Et il y avait. Ah, ça y est, je vais oublier son nom. J'ai une mémoire de merde. En attendant que tu Hugo Didier.
un amour. Oui, Hugo Didier, paralympique, Génial. un amour trop fort. Je l'avais déjà shooté pour la team EDF et là je le re-shoot pour Samsung, donc on se revoit et tout. Ah, trop cool, souviens de moi et tout, trop bien, Tu trop l'avais sympa. shooté hors de l'eau. Exactement. Et là le challenge c'était justement il y avait une réalisation vidéo et photo shooting dans l'eau. Et moi j'avais jamais fait ça. Déjà ne serait-ce que juste plonger avec des bouteilles. Moi j'ai fait un test parce qu'en fait il y a une production qui est spécialisée dans les tournages sous l'eau, tu vois. Donc je vais dans leurs locaux, ils ont une piscine dans Paris, dans leurs locaux pour tester et tout machin. Ouais, je veux trop y aller. C'est incroyable. Donc ils me font tester du matériel, etc. Et en fait il me dit avant toute chose, est-ce que t'as déjà plongé avec des bouteilles? Ouais. Je dis non. Est-ce que t'as ton paddy ou est-ce que t'as ton. Non, t'as aucune j'ai certification? rien fait moi. Je vais juste à la piscine municipale, c'est tout ce que je fais moi. Passionnant. Et il me dit, alors il faut que tu comprennes que tous les repères que tu as sur Terre, quand tu prends une photo, tu n'auras rien sous l'eau. C'est-à-dire que toutes les choses auxquelles tu penses pas, respirer, te stabiliser, avoir les pieds, tu sais, être bah oui. dans l'eau, tu ne l'as pas. Ah oui. Donc avant même de déclencher, T'as pas un concept de il faut trépied. que tu puisses déjà te mettre au bon niveau. Tu vois, inspirer, plus tu jettes de l'air, plus tu remontes, plus tu inspires, plus tu coules. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, faut te stabiliser. En plus, tu as le boîtier dans la main. Donc il faut que tu nages en même temps. En plus, moi, je dois shooter en vertical. Donc je tiens à une main comme ça et avec l'autre main j'essaie de me stabiliser. Avec la bouteille il faut apprendre à respirer en même temps, enfin avant de cadrer. C'est-à-dire que le gars Hugo Didier il plonge, donc en fait t'as un système de micro où t'entends le gars dehors qui te dit attention il va plonger dans 3, 2, 1, tu entends la résonance dans l'eau et là faut déclencher, faut avoir le bon moment, faut que ton point faut que ce soit net. Enfin c'est ultra technique mais c'est trop cool à faire, c'est vraiment trop stylé à faire. T'as dû t'entraîner ou pas? T'as dû faire. Non. Parce que le jour où il y a Hugo Ah, Didier, jour J. tu vas. Jour J on y va. Oh putain, mais c'est ouf. Et donc, Ah ouais. Je suis trop content de ce shooting là, je l'adore. Et donc, t'as eu Je l'adore. besoin. Vas-y, raconte, t'as eu besoin de combien de fois pour avoir la bonne. Il te fallait une seule photo dans l'eau? En fait, ce qui était compliqué, et les gens qui sont photographes et qui ont l'habitude des shootings avec de la vidéo, ils vont me comprendre. Quand il y a un gros tournage vidéo qui prend le pas sur tes photos, T'ont mangé du temps. toi, tu n'es rien. T'es le petit photographe, t'as pas besoin de staff, t'es tout seul. Et ce qui fait que quand j'étais dans l'eau, moi, pour ma sécurité, j'avais un assistant qui voit en fait dans l'eau, c'est un mec de la prod qui vérifie que je respire bien, que j'ai pas coulé, que machin, gars de ma sécurité. Et on est que tous les deux en fait. Et donc il tourne la scène, donc il y a une opératrice qui est dans l'eau avec la grosse cam et tout. Et des fois ils me disent, là on a un changement de cam, maintenant. Donc t'as 2 minutes où il a le droit de replonger une fois ou 2 fois. Donc faut que t'aies la photo tout de suite. Donc là gars il plonge, tu fais ton plan, etc. Donc sachant qu'en plus sur ces campagnes-là ils avaient besoin de pas mal de contenu, tu vois. Donc moi j'étais assez stressé que la vidéo prenne le pas et qu'en fait il me switch, tu sais, il me dégage. Genre non on n'a pas le temps, tu les feras après. Mais sauf qu'il y a pas le temps après. Et sport pour Hugo Didier, il fait sa pub, il plonge, il remonte. Enfin c'est sport Ouais, pour mais lui quand même. Lui c'est une machine. Non, lui. machine pour lui, mais Trop quand même. gentil. C'est pour dire que c'est pas juste se pointer. Ouais. À un moment, tu vois, par exemple, j'avais besoin de plus de temps avec lui, donc j'essaie de grappiller un petit peu. Il ne bronche pas, tu vois. Genre, ouais, vas-y, on la refait, pas de problème et tout. Et on a eu tous nos contenus, et c'était vraiment trop cool. Et donc il plonge, tu fais ta toffe. T'as des flashs sous l'eau? Non. Il y a Là, aucun flash, là c'est naturel. tu pourrais le faire, mais le problème, c'est que sous l'eau, si tu mets des flashs, tu vois rien. Tu vois, ça va Enfin, bloquer. tu vois le résultat une fois que t'as fait ta photo, mais le problème, c'est que quand t'es dans l'eau, bah t'es dans le noir. Aucune idée. Donc en fait, il faut de la lumière continue. Donc t'avais des gros spots à l'extérieur de l'eau qui me donnaient de la lumière à l'intérieur de l'eau. D'accord. Ok, et donc toi tu devais livrer quelques photos de son plongeon. Bah en fait j'avais plein d'images de lui sous l'eau en train de nager, de lui en fait il y avait une espèce d'ambiance. On avait mis en fait du borgnole noir, donc c'est des grands tissus noirs dans l'eau pour obscurcir à mort l'eau, tu vois, pour qu'il y ait vraiment que du dessus. Exactement. Okay. Tu vois, pour qu'il y ait vraiment un faisceau de lumière qui est sur lui, tu vois, il y avait un espèce de côté un peu romantique qui était vraiment joli, de ouf. Le chef-op qui était là-dessus, là, il était trop fort, celui qui a fait la light de ce truc-là. C'est les rares trucs où moi je fais pas trop ma light. Parce qu'en fait, je m'adapte à la vidéo. Donc, en fait, il y a une partie du shooting où là, en fait, on n'est pas vraiment dans l'eau, on est à fleur de l'eau, où là, c'est mes flashs, c'est mes trucs. Mais quand je suis sous l'eau, c'est la lumière du film. Donc, en fait, moi, je m'adapte à eux. Parce que si j'avais à recréer une lumière, bon, on n'aurait pas eu le temps, c'était impossible, tu vois. Magnifique, quand même, cette histoire. Shout out Hugo Didier hein, pour l'expérience. Quel boss. Franchement. Champion olympique en plus. Quel boss. Incroyable. Quel boss. Incroyable. T'en as d'autres merci à celui dans le chat qui nous a balancé sur le thème de l'eau. T'en as d'autres, des shootings un peu de l'extrême que t'as fait? Là, tu sais qu'on m'a appelé pour l'UTMB et c'est marrant, c'est Decat encore. Tu sais, Decat, voilà, tu m'as dit, il y a des clients avec qui tu gères en un WhatsApp. Ils m'ont dit, tu peux venir pour l'UTMB? Ouais. Ils m'ont dit, alors moi, tu sais, je connais mes vlogs à moi, c'est du behind the scenes. Ils m'ont dit, mais ça va être sport, hein. C'est quoi l'UTMB? L'UTMB Ultra Trail. Ah oui, bah justement, j'allais venir sur ça. Ils m'ont dit, attention, ça va être sport.
Je dis, mais les gars, vous me connaissez, je vais pas courir après les mecs. Fais t'inquiète, on va trouver. Et je ne sais pas plus. Genre, actuellement, là, je ne sais pas plus ce qui va m'arriver. Et bah, tu vas voir, je vais t'expliquer. Décathlon, force à vous. Parce que j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Alors, c'est pas l'UTMB, en fait, j'ai fait une campagne pour la marque Millet, marque d'outdoor, tu vois, qui se lançait dans le trail. Et donc, on va en montagne, shooter une campagne pour du trail et du skyrunning. T'as déjà entendu parler de skyrunning? Bah, absolument pas. Skyrunning, en gros, c'est encore plus haut que le trail. En gros, il y a plus de végétation. T'es tellement haut que le mec il marche sur des crêtes, il court sur des crêtes. Okay, c'est vraiment vénère. C'est les mecs qui courent des montagnes sans bouteilles. C'est des machines de guerre. Et c'est Kylian Jornet le boss de ça, non? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Vérifiez-moi dans les commentaires. Oui, je crois que c'est ça. Et en gros, donc on va pour shooter, donc c'était des tenues et paires de chaussures pour cette campagne-là. Et donc on va là-bas. Et attends, ces photos, tu peux pas les faire pas trop haut? Non, t'es obligé de les faire hyper haut. Ah bah non, parce qu'il faut que le décor corresponde à la pratique, tu vois. Donc, on va là-bas. Et en fait, la DA de ce truc-là, qu'avait trouvé l'agence, c'était de shooter au fisheye. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fisheye, c'est du très grand angle. Donc, c'est-à-dire, pour avoir une vraie dynamique, faut que je sois à cette distance-là de la tête. Parce que quand tu shootes en montagne, du ski, machin, etc. Tu peux te mettre des fois à un point de vue dans la montagne d'en face avec un téléobjectif de malade, t'es tranquille et tu fais tes petites photos, le mec qui jette. Non, là il fallait que je sois derrière eux, que je cours avec eux. Donc déjà je commence à paniquer un peu. À cette époque-là, moi j'ai repris vraiment le sport là depuis 5 ans. Depuis 2 mois, pardon. Pendant 5 ans, ouais, de fou. Moi en 2020, j'ai eu la naissance de ma petite fille, j'ai arrêté complètement le sport, j'avais plus le temps. Et on avait fait cette campagne-là, je crois, 2021. Un truc dans le genre 2021-2022. Plus de conditions physiques, fallait monter des crêtes genre comme ça. Et puis même t'es en altitude. C'est fou. Déjà juste respirer. Déjà avant même de penser à autre chose. Déjà la veille, on fait le repérage. Donc, déjà la première côte, je suis déjà cuit. Et j'avais pas encore mon sac avec tout mon matos. Donc repérage, on monte à tu sais, j'ai oublié le terme, les petites maisons en gros qui te coupent ton chemin quand tu montes vraiment j'ai oublié. C'est des petits chalets merde, comment ça s'appelle? Genre quoi, Là où tu dors la nuit, en fait, c'est un refuge. Voilà. Oui, un refuge. On va jusqu'au refuge qui te délimite, en gros, après, c'est le skyrunning. On est tellement haut. Ok, d'accord. Et donc, eux montent. Moi, je dis, non, je vois là, je vois comme ça. J'ai pas besoin de monter pour repérer. Ouais, c'est bon, j'ai repéré, tu vois. Et donc, le jour J arrive. Tu vas t'allonger, t'es déjà. Ouais, le jour J arrive. Donc, on fait toute la montée. On fait les photos de trail. Donc ça, sur les petits sentiers, machin, trop cool. On était avec des dronistes, des machines de guerre, trop stylées et tout. Donc on fait nos contenus et tout, trop bien. Et après, on arrive au chalet. Et le lendemain, fallait se lever genre à 5 du mat. Et on voyait des gars qui montaient. Mais eux, ils étaient encordés, casque, tout. Et nous, on montait. On n'avait pas de sécurité. Casquette. On avait juste l'athlète. Oh là là. On avait, parce que lui, c'était son terrain. En fait, c'est là où il s'entraîne. Il dit, ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais toi, c'est pas ton terrain. Ouais, frère, t'as 35-40 kilos dans le dos. Les dronistes, ils ont genre 8 drones dans le dos. Moi, j'avais tout mon matos. Parce qu'en plus, je shootais au fisheye. Mais il me fallait un retour pour voir ce que je fais. Parce qu'il y a des shoots que j'ai fait un peu où je suis sur une falaise. Et le gars, il est en contrebas. Et en fait, il court en dessous de moi. Donc, je suis avec une perche, avec le boîtier au bout, avec mon retour sur l'iPhone. Tu vois, comme ça. Et vu que je vois rien, je gère pas mon équilibre et tout machin. Donc, costaud de ouf. Et en fait, on monte, il commence à pleuvoir. Tu sais, mais des petites gouttelettes qui font que les cailloux, ils glissent. Oh la dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ma chance, c'est que là-haut, en fait, il y avait trop de brouillard. Ce qui fait que shooter sur une crête, en fait, tu vois pas. Donc, on est monté un peu moins haut. Mais ne serait-ce que juste monter déjà où on était, je suis pas un très très bon grimpeur. Faire des photos au fisheye. Je suis archi content du résultat. Franchement, elles sont très cool. Mais j'avoue que quand la veille, avant de monter, j'ai eu ma femme au téléphone, dans ma tête, au fond, je me dis, ça se trouve, c'est la dernière fois que je l'ai au téléphone. Clairement. Dans ma tête, je me dis, ça se trouve, je ne vais jamais revenir. Je vais glisser d'une falaise. J'ai pas de corde, je vais mourir. Tétraplégique, ou même plus que. Ouais, donc c'est flippant. Oh là là, incroyable. Cette partie-là, ouais, mais par contre, c'était une bête d'expérience. C'était vraiment cool à faire. Ok, bah j'espère que c'est pas ce qui m'attend à l'UTMB. Incroyable. Waouh. Ok, je pense que sous l'eau, ultra trail de malade, t'en as un troisième à me donner de shooting un peu loufoque. Qu'est-ce que je peux avoir de cool? Ensemble, on n'a pas fait des trucs de taré non plus. Non, des fois c'est les projets qui sont assez cool. Après en cool, alors pas aussi extrême, il y a eu, j'ai shooté du basket sur le terrain de Roland Garros. Ouais, ça c'est cool. C'est pour le truc Wilson là. C'était carré ça. En fait, c'est trop cool d'être sur le court central et t'as un panier de basket et sur le. C'est trop cool. Des fois, on se rend pas compte avec notre métier qu'on va dans des endroits qui font rêver les gens. Tu foules les endroits, mais de fou. Tu foules les endroits, tu dis waouh, c'est exceptionnel là. Genre, tu foules des gazons, tu sais, de terrain énormes. Tu dis waouh. Je t'avoue, j'ai bien envie d'aller à Wimbledon, tu vois, parce que je l'ai pas encore fait.
Wimbledon, ça doit être un truc de ouf. Être cours central de Roland Garros à 6h du matin avec les mecs qui font la terre battue, j'avais le crâne qui était... Ouais, des fois tu fais des road trips, franchement, c'est. Même ne serait-ce que juste. Tu vois, par exemple, moi j'en ai fait un seul, j'ai fait un shooting aux États-Unis, et tu vois, ne serait-ce que juste aller bouger là-bas Oui. pour faire une campagne monde, tu vois, tu vas shooter, j'ai touché du tennis là-bas. Genre, je trouve ça trop cool. Avec mon métier, le fait de voyager, c'est un truc qui est vraiment trop bien. Tu vois, et tu découvres des endroits, au-delà du projet, des fois, c'est juste de bouger, de découvrir des trucs, et c'est trop bien. Ouais, on a eu beaucoup de chance avec notre taf. Ouais. Est-ce qu'on peut raconter sur Internet ce qui t'est arrivé sur un shooting Puma qu'on a fait ensemble? Ouais, celui-là, il est un peu touchy. C'est touchy? Allez, Non, celui-là est touchy. Ok, Internet, vous l'aurez pas, c'est pas grave. C'est une super anecdote. Un jour, je lancerai une plateforme qui est pas sur Internet pour balancer ce genre de truc. Tu veux le rémunérer, c'est ça? Tu veux toucher de l'argent pour avoir les anecdotes croustillantes? Encore comme sans stress, ils font. Ouais, comme Léo. Comme Léo. Tu veux le croustillant, tu payes. 5 balles de plus, tu payes. Tiens, moi, je voulais savoir comment tu innoves dans ton milieu après tant d'années. Genre, qu'est-ce qui... Tu fais de l'image, tu crées des trucs autour de sport. Comment tu innoves encore, en fait? Moi, je suis à un point, par exemple, avec mes vidéos où l'innovation, c'est vraiment... c'est des détails, en fait. Ouais. Parce que réellement, tu peux pas innover et inventer tout de A à Z. C'est impossible, parce que les sujets qu'on a, t'as énormément de contraintes. Encore une fois, tu ferais des trucs perso. Tu vois, tu prends un sujet perso, tu t'éclates et tout machin. C'est ce que je fais quand mais quand tu interviens avec des athlètes, avec des agences, avec des clients, etc. En fait, ils viennent te chercher pour des fois ta plus-value créative, mais il y a certains codes à respecter et tu peux pas faire tout ce que tu as envie. Donc innover, tu vas pouvoir le faire quand un client est demandeur et te laisse un peu de liberté. Tu vois, il te dit voilà, écoute, là j'aimerais bien avoir ta patte, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et là tu peux commencer à amener des choses. Mais globalement, dans le milieu du sport, des fois c'est pas évident d'arriver à amener un truc parce que t'as beaucoup de contraintes, quoi. Mais du coup, c'est là où je vais. C'est quoi les derniers trucs où tu as innové? Parce que ça fait longtemps que t'es dans ce métier. C'est quoi les petits derniers trucs que t'as ajoutés dans ton bag encore aujourd'hui où ça t'excite encore? Ah ouais, il y a ça. Ah, alors, il y a une nuance. Moi, je sais que sur pratiquement chaque projet, il faut toujours que j'ai un petit truc où j'apprends quelque chose. Ouais, voilà. Par toujours. Exemple, vas-y. Que ce soit, c'est quoi les derniers trucs que ce soit une méthodo avec mon équipe, tu vois, une façon de faire dans le logiciel, un nouveau matos que je teste. Tu sais, moi, un truc qui m'excite, pareil, dans le dire, tu viens de me rappeler. Tester un nouveau sac à dos de matos et que je me rends compte à la fin de la journée, ouais, c'était la bonne disposition pour que je sois confortable. Bien sûr. Genre, ça me rend trop heureux. J'ai vu un Américain dire sur YouTube, là, il testait un matériel et il disait, si ça me fait progresser de 1% dans mon workflow, c'est rentable. Ouais, ça vaut le et j'ai la même mentale. C'est que pour moi, quand j'achète un matos, il faut que... Alors déjà, ton métier, c'est ta passion et c'est 90% de notre vie, voire des fois 95%. Si tu travailles dans des conditions qui sont insupportables parce que tu veux faire 2-3 économies, tu dureras pas. Achète-toi du bon matériel pour que tu t'éclates. C'est comme quand tu vas au sport, tu t'achètes la bonne paire de baskets, le bon petit short, etc. Ça te hype. Il y a des gens qui sont pas du tout comme ça et je comprends. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. Quand je me mets, je vais te mettre au fitness ou je vais mettre de la course à pied, je vais m'acheter une bonne paire de chaussures, une bonne paire de chaussettes. Je me sens bien. Et bah là, c'est pareil. Donc, à chaque fois que j'ai des shootings, il va y avoir, j'ai envie de tester un nouveau matos, j'ai envie de tester un nouveau flash, une nouvelle façon de faire. Des fois, c'est même dans l'organisation. Tiens, je vais switcher un petit truc, voir un peu ce que ça pourrait donner dans le timing. Est-ce que je peux optimiser mieux ce truc-là? Parce que des fois, tu prends typiquement un Media Day, c'est toujours la même chose. Arriver à innover sur un Media Day, à part sur la logistique, tu vois, typiquement, le dernier Media Day que j'ai fait pour l'équipe de France, ils m'ont demandé d'inclure une partie créative. Donc, c'est-à-dire que sur le set, pendant que l'athlète il est là pendant 5 minutes, j'ai 3 minutes de photos fond blanc et j'ai 2 minutes où je dois proposer un truc créatif. Tu vois? Donc là, techniquement, il faut arriver avec tes lights, avec des poses, avec des angles, à proposer quelque chose qui soit différent que le truc fond blanc. Tu vois, donc c'est plein de petits trucs comme ça où tu innoves pas dans le domaine de la photo, mais par contre dans ton métier, dans ta manière de faire, tu viens innover, ramener un nouveau petit truc. Bah vas-y, balance-moi, c'est quoi le dernier truc qui t'a un peu excité, que t'as ajouté? Moi vraiment, l'exemple c'est mon dernier sac à dos qui fait que je me déplace vraiment comme je veux. Vas-y, ça peut être anodin. Moi, c'est sur la dernière année là. La marque que j'utilise, c'est Profoto. C'est une marque de lumière. Et en fait, ils ont refait tout leur parc équipement. Ils ont je vais essayer pour pas être chiant, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils ont apporté un peu comme, tu vois, quand l'iPhone est arrivé et qu'il y a des nouveaux iOS.
Tu vois, t'as des nouveautés et t'en as certaines qui te changent la vie. C'est une dinguerie. Tu vois, t'as des grosses avancées. Comme ils ont sorti le M1 quand Mac a sorti le M1. Ça change tout. Ça a tout changé. Ça change tout. La Donc, puissance, machin et tout. Dans ton système d'exploitation des lumières. Exactement. Exactement. Et ils ont apporté des nouveautés qui m'ont permis, sur mon workflow et sur ce que je peux proposer à mon client, une dinguerie. Des trucs vraiment. C'est quoi le logiciel d'une lumière? Enfin, c'est quoi? C'est genre le petit écran qui est derrière. Sur ton appareil photo, en fait, t'as ce qu'on appelle une remote. Okay. C'est ce qui déclenche tes flashs. Et eux, ils ont cette remote-là, tu la connectes en Bluetooth à ton ordinateur. Et il y a une petite application. Et grâce à cette application, ça c'est une dinguerie, tu peux, par exemple, t'as un set de 5 flashs, lui dire enregistrer un set de flash. Donc lui dire, moi, je veux que cette lumière elle soit comme ça. Ensuite, t'as ton digit, ta digit qui clique sur le set numéro 2, ça t'allume d'autres lumières. Donc avant, fallait aller derrière le flash, changer le truc, ou alors sur ta remote bricoler, tu perdais genre 20 secondes, 30 secondes. Là, c'est immédiat. Donc là, imaginons, t'as 5 photos avec un joueur, tu peux faire tes 5 setups ou genre. Exactement. Et donc en gros, ton gars il arrive. Pendant ce que j'ai fait avec la Fédé là, pendant les 3 minutes, j'avais mon set 1, je disais à ma digit, set numéro 2, en un quart de seconde, ça change les lumières, je peux faire mes photos, j'ai perdu aucun temps. Et ça m'a changé mon game de malade. Ton athlète, tu prends 3 minutes au lieu de prendre 6, quoi. Mais c'est au-delà de ça, c'est pour le client ce que je lui apporte. Avant, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, je peux le faire. Techniquement, je peux le faire. Et quand je résous des problèmes comme ça. Le client, il est. Tu sais, les vidéos satisfaisantes sur Internet, là. La première fois que je l'ai essayé. Quelle dinguerie. C'est vrai, ça. Quelle dinguerie. C'est vrai, ça. J'ai cliqué, j'ai vu le truc, ça marchait, j'ai fait mais là, dans ma tête, tu sais, ça a été très très vite. Et j'ai vu toutes les possibilités que je pouvais avoir. Dinguerie de fou. Je sais pas c'est quoi le. Moi je pense que c'est la caméra 360 qui m'a fait cet effet de en fait je peux créer tellement de choses maintenant avec ce truc que. C'est fou parce que ça tu l'as découvert super tard. Ouais, je l'ai découvert tard, mais il fallait que je sois confiant dans le truc. Et en vrai, même quand tu me l'avais montré, le software était pas encore prêt. Le software était encore. Ils ont fait plein de nouveautés, plein de nouveaux trucs. Là ils sont vraiment forts en software et en fait là vraiment je fais. Ok, je peux vraiment créer quelque chose de plus. Et c'est intéressant. Non, mais c'est bien parce que quand tu l'utilises, en fait, c'est pas trop abusé. Parce que souvent, il y en a, tu sais, une fois qu'ils ont un skills, ils le mettent à toutes les sauces. C'est de temps en temps quand il y a une petite plus-value, tu sais, quand il y a tes foules, les machins, quand tu l'utilises, je trouve que c'est assez bien utilisé. Donc, franchement, c'est faire. Ouais, c'est vraiment cool. Et en effet, pas abuser de ça. Parce que ça devient un nouvel gimmick, tout le monde là. Moi, tu sais ce qui me désole en ce moment là? Il y a eu. Alors, peut-être que tu as pas vu, mais moi, je l'ai vu dans mon monde et je ne vois que ça. Il y a un nouvel IA. Il y a un site où tu peux mettre une photo, n'importe quelle photo, et ça te fait l'effet IA Google Earth qui descend sur ta photo, et en gros les gens utilisent ça comme début de Reels, tu vois. Premier que je vois, ça m'explose la tête. J'ai vu ça 8 fois. Arrêtez d'utiliser tous le même IA. Mais en fait c'est comme les trends où tu vois qu'il y a eu une trend sur internet, c'est une semaine max, et que tu vois que 6 mois après t'as des entreprises qui sortent la trend. C'était trop bien ça. Non, c'est boomer, frère. Arrête un petit peu, c'était hype il y a 6 mois. Maintenant, faut arrêter de l'utiliser, en fait, tu vois. Et ça, en fait, faut le temps que ça arrive partout, que les gens ils l'assimilent, qu'ils disent, en fait, c'était sympa. C'est comme les modes, hein. Ça commence à Paris, et après, ça va, tu vas dans la France, et tu vois que ça commence à arriver, alors que c'est déjà plus hype sur Paris depuis 1 an et demi, quoi. Totalement. Tu utilises l'IA, toi, ou pas du tout? Oui. Photoshop, tout ça, comme tout le monde? Moi, je l'utilise partiellement, par parcimonie, quand c'est justifié, sur de la retouche. Je l'utilise pour créer des moods. Tu vois, des fois, je vais sur ChatGPT et je crée des benches. Parce qu'en fait, des fois, pour projeter un client sur une image, j'ai plusieurs méthodes. Et celle-là en est une où je peux vraiment, si tu fais un bon prompt, arriver à sortir exactement ce que tu as dans ta tête. Et pour le client, c'est beaucoup plus facile de te projeter. C'est dangereux parce qu'à la fin, il te dit, je veux exactement ça. Donc, tu n'as plus de marge de manœuvre. Mais ça te permet ça m'est arrivé plusieurs fois que des clients, des fois, ils ont du mal à se projeter. C'est ton rôle de les projeter. Et des fois, ils ont du mal. Donc, avec ça, au moins, tu sais que tu peux leur expliquer très clairement ce que c'est. Mais du coup, tu dis ça que pour présenter une idée, mais pas dans tes produits finis, même pas. Dans mes produits finis, c'est que de la retouche. Tu vois, supprimer un logo, dans le fond, il y a des petits trucs. Et en fait, le générateur qui supprime les éléments et tout, il est vraiment super pratique. Mais par contre, je ne génère pas des fonds. Il y a jamais plus de 20% de mon image qui est en IA. Et 20%, c'est que des petites retouches. Sinon, quand il y a des fonds à créer, c'est du compositing, c'est créé sur Photoshop, c'est créé avec des artistes 3D, c'est sur mon taf, il y a que 10-20% en IA. Ok, d'accord. Max. Ok. Si tu redémarrais, il y a la question basique si tu redémarrais aujourd'hui, 0 contact, t'as pas de client, t'as pas cela, allez, tu démarres quand même avec ton matos, disons. T'as ton matos et tes connaissances. Tu ferais comment pour redémarrer ton business? On va dire qu'aujourd'hui, c'est tellement plus simple.
Moi, j'ai connu, quand j'ai démarré, moi, c'était le début de Facebook. Hein. Ouais. Je suis un dinosaure, moi, les tiens. En fait, en 20 ans, tu t'aperçois qu'il y a eu tellement d'évolution. Maintenant, en plus, depuis le Covid, je prends l'exemple d'un graphiste qui habite dans la campagne, Ouais, il peut avoir du taf de malade. Des clients, ouais. Même si moi je suis convaincu que en étant sur Paris c'est beaucoup plus simple. Moi je sais qu'en déménageant de Fontainebleau à Paris, Ça a changé ta vie. ça a explosé mes contacts. Le fait, tu vois, de juste dire je passe vous voir l'agence, je suis là dans 15 minutes. Juste ça en fait. Tu vois, de dire j'habite à Paris, j'ai un bureau à Paris, ça change la donne. Mais c'est pas une limite. Il y a des gars que je connais qui sont extrêmement talentueux. Encore une fois, des artistes 3D. Moi, dans mon métier photographe, c'est un peu plus compliqué. Parce que tout se passe à Paris, donc il faut se déplacer. Donc, si passer ta vie sur la route ou en train, c'est pas la bonne solution. Mais réellement, tu peux te faire connaître beaucoup plus facilement. En fait, il y a pas de secret. Faut créer. Faut produire. Je parle pour la photo, là. Il faut montrer ce que tu sais faire. C'est-à-dire que il faut refuser aucun plan. Aller dans tous les trucs que tu peux avoir, même si c'est chiant, des événements, des trucs et tout. Essayer de te faire un carnet d'adresses, des contacts. Parce que tu peux être le plus talentueux du monde. Si tu n'as pas de contact, tu n'as pas de réseau, c'est... Ouais, mais du coup, là, tu donnes des conseils qui sont bons. Mais ce serait quoi ta stratégie si tu recommences? Moi, tu vois, je te donne mon exemple. Si je dois refaire des sous demain, je vais dans des salons et je propose des vidéos à tous les exposants. Mais je te parle de ça, ressemblerait pas à ce que je fais. Hein. Si demain je dois recommencer à me faire une base de clients, je vais dans des salons, je te fais tous les booths et je te dis, vas-y, je te fais ta vidéo elle est livrée ce soir, je te raconte ton histoire, t'as ta vidéo pour LinkedIn. Ouais, bien sûr. Ça serait mon pain et mon beurre si demain je dois faire ça. Ouais, bien sûr. Toi, tu ferais quoi? Moi, je pense qu'en fait, moi, dans mon métier, il faut que je montre ce que je fais avant. Donc, en fait, il faut d'abord que je prenne des potes à moi, de machin. Exactement. Que je fasse des packshots, que je fasse plein de trucs et que je me monte soit un Insta, soit un site internet, ça sert plus à rien, mais réellement, tu vois, TikTok, plein de choses pour montrer ce que je sais faire, pour me faire connaître un minimum. Et après, tu peux démarcher. Mais le problème de la démarche, moi, j'ai jamais démarché. Donc, en fait, je peux pas donner des conseils sur le démarchage parce que je suis très mauvais là-dedans. J'ai toujours fait avec le bouche à oreille. Donc, en fait, j'irai voir les potes du coin. Et, si je peux donner vraiment un tips, ne négligez pas votre entourage. Oui. Jamais. En fait, montrez toujours une image de vous comme quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est déter. Parce qu'en fait, vos potes, ils peuvent parler de vous à d'autres potes, ils peuvent même changer de boîte, aller quelque part et dire « Putain, Rémi, Samy, ouais, c'est un bosseur, lui. Je sais que si je lui confie un projet ou je le conseille à ce gars-là, il va pas me claquer dans les pattes parce que c'est un gars qui est sérieux. » C'est méga important. Moi, j'ai des potes, je les vois, hein. Ils sont en CDI, ils sont calmes, ils montrent rien, ils ont pas d'énergie. J'ai pas envie de bosser avec eux. C'est malheureux, hein, mais s'ils se mettent freelance, j'ai pas envie de bosser avec eux parce qu'ils manquent d'énergie. Donc, déjà, dans le cercle proche, montrer aux autres qu'on est un bosseur et qu'on a envie de bosser de ouf. Ouais. C'est vraiment genre ultra important. Et après, c'est commencer à se faire des connaissances en bougeant. Tu vas avoir des expos, tu vas à des événements. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, je shoot beaucoup d'événements. Enfin, j'en shoot beaucoup moins, mais j'en shootais pas mal. Parce que j'adore les rencontres. En fait, sur les événements, t'as plein de potes photographes. C'est là où on se réunit tous. On parle du quai 50K, des endroits comme ça. J'y vais pas jamais de la vie. J'y vais pour l'argent. J'y vais parce que c'est un bel événement. Parce que je sais que je vais croiser plein de potes là-bas photographes. Et en fait, tu te fais un réseau. Les gens pensent à toi après. Donc en fait, il faut bouger. Si on reste chez soi, on est mort. C'est marrant quand on a commencé, moi et les copains de YouTube. En fait, on se voyait pour faire nos vidéos, tu vois. Mais du coup, on pouvait se voir 3 fois semaine. Et c'était des souvenirs de ouf, tu sais, tu te retrouves comme ça. Et maintenant, du coup, comme chacun, il a son business, il fait son truc, on se retrouve moins. Mais maintenant, quand un événement me dit, même si le budget, il est un peu serré, le ceci et cela, on a tel gars qui sont tes potes d'enfance qui sont là. Vas-y, go, on y va. Vas-y, comme ça, je peux voir les copains, quoi. Exactement. Il y a eu Evian qui a fait un événement de golf. Ils ont ramené plein de monde. Et en particulier, il y avait Kevin avec qui on travaillait, toi et moi. Mais il y avait plein d'autres gars que je connaissais. Et il y avait même pas enfin, genre, ça se voit qu'il y avait pas de place pour moi ou mon type de contenu. C'est du golf. Tout est très cravate. Je comprends qu'ils se disent, on n'a pas besoin d'un vlog de Samy. Mais je voyais les trucs, je fais, oh, ça avait l'air trop cool, cette équipe de création. Tout, tu vois, je voyais les photos backstage où il y a tous les MacBooks alignés. Et des fois, je me dis, ouais, il y a des trucs où j'ai envie d'aller à la colonie de vacances, quoi. J'ai envie d'aller Mais en fait, faut pas qu'on oublie, c'est que moi, j'ai pas l'impression de travailler. Faut pas oublier ça. Donc, en fait, moi, il y a des moments où, en fait, je m'en bats les couilles de l'argent, en fait. J'y vais parce que ça me fait kiffer d'y aller et parce que c'est un métier passion. Ouais. Et que je ne le fais pas, je le fais pas pour gagner de l'argent. Je le ferai pas gratos. C'est quoi? C'est la phrase d'Aznavour, ça? La phrase qu'on a tous entendue dans l'album de Nino. Ouais. Nino, ouais. Mais réellement, c'est exactement ça. Tu vois, je me lève pas en me disant, putain, aujourd'hui, je vais toucher combien? Je le ferai pas pour rien. Non, ouais, je le ferai pas pour rien. Parce qu'on a une certaine valeur sur le marché et il faut pas le négliger. Mais
Par contre, quand je fais un projet, à aucun moment je pense à payer mon équipe, je pense à rentabiliser mon matériel, mais je pense surtout à m'éclater. Ouais. Je suis veux m'éclater. d'accord. Ah, sinon, on ferait la même chose pour de l'immobilier ou des banques et des Ouais, sinon, assurances. on serait pas chiant en fait. Parce que réellement, tu vas dans la grande distrib, dans le machin, tu fais 10 fois plus d'oseille. Ouais. Tu vas dans la pub standard, classique, tu fais des grosses campagnes pour des canapés, Des banques. pour du Captain Igloo, des machins, et tu fais de l'oseille. C'est quoi Captain Igloo? Je sais même pas. Ça existe encore ça? J'ai même pas. C'est les petits poissons panés là. Ah ouais. Des croustivates, non? Oh là là. C'est presque la même chose. Ah, dans les commentaires de ce podcast. Captain Igloo, ça se trouve, ça existe plus. Je veux que. Ouais, je suis un boomer autant que ça. Je veux qu'à chaque référence de ce podcast où Rémi montre qu'il a 40 piges, vous notez le timecode. Le bâtard, il va faire des compiles TikTok. Mais tu sais que j'adorerais. Je veux devenir ce podcast qui fait des clips de cons comme ça. J'ai regardé comment il s'appelait ton film au début. Ace Ventura. Ace Ventura, vous le mettez à côté de Captain Igloo. Ah ouais, on va se putain. faire un mélange, une mixtape avec ton nom d'appareil photo là, ton premier appareil. Bam bam bam. Oh, je vais faire deviner l'âge de cette personne juste à des rêves comme ça. De fou. Ça va être trop bien. Alors, dans les commentaires, en live, alors je tiens à vous dire, ceux qui n'écoutent pas en live, il faut venir en live sur Twitch, comme ça vous pouvez poser des questions. Quelqu'un qui dit, j'ai totalement loupé le début, ça a été un vrai plaisir de rencontrer Rémi au Media Day LNB et le voir travailler en live. Bon, bah, j'imagine que c'est des copains dans le monde des médias qui disent ça. Donc voilà. Bah, tu vois, c'est ça qui est cool aussi sur les Media Day, c'est que tu croises énormément de gens. Parce qu'il y a énormément de production, des gars qui font de la vidéo, des interviews, il y a des journalistes, il y a plein de gens. Ce qui fait qu'en plus, tu peux parler avec des gens, découvrir des gens, et j'adore, on croise souvent les mêmes têtes. C'est trop cool, tu vois. Là, C'était quoi tes tout premiers projets sport, toi? en fait, on en a pas parlé, mais réellement, moi, c'est les Strikers. Bah oui. En fait, c'est les ça t'a Strikers. permis de te mettre dedans. C'est les Strikers qui m'ont fait exploser parce qu'en fait on m'a repéré grâce à ça et ça m'a fait une espèce de book entre guillemets référence sport et c'est grâce à ça que j'ai pu faire après des projets sport. Mais réellement mes premiers sports c'était skate, BMX et football américain. Ouais. Et donc. Et après ça a été foot. Le premier projet pro à Paris que j'ai fait, je crois en sport, vraiment le plus gros, je crois que c'était le PSG handball. Ok. PSG handball où j'ai fait 3 ans de suite, 3 ou 4 ans, je sais plus, 3 ans, toutes les campagnes d'abonnement, etc. Les campagnes, tu sais, derrière sur le terrain, il y a des impressions avec les joueurs, etc. Ouais. Donc j'avais fait tout ça, c'était trop cool. Parce qu'ils nous avaient laissé, entre guillemets, un peu carte libre. Tu vois, c'était trop cool. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est bien parce que tu confirmes le truc de t'as créé ton propre créneau en fait. Comme moi j'ai créé mon propre créneau. Ouais. C'est ton shooting à toi pour ton association qui Exactement. commence à ouvrir les premières portes. Moi je trouve ça génial. Jamais négliger les trucs gratuits. Exactement. Ah, L'investissement que t'as, ça paye toujours. Moi, je Vraiment. crois beaucoup au karma, moi. S'investir sur soi-même, c'est Je crois beaucoup au karma. Ouais, de fou. incroyable. Avant d'acheter du matériel, déjà, forme-toi. Exactement. C'est la base, bah, la base de tout. Je pense que j'ai passé plus de temps. Alors peut-être aujourd'hui ça se joue parce que maintenant j'ai beaucoup bossé, mais j'ai dû passer autant de temps à regarder des tutos qu'à avoir qu'un appareil dans les mains. De fou. C'est possible. C'est méga important. C'est possible. C'est méga important. Toi aussi, t'as ça. Alors, on a une ref avec les copains de YouTube. C'est si t'arrives à un tuto et le seul tuto que tu trouves, c'est en indien, genre, tu sais, c'est le fin fond d'internet, c'est en indien, c'est que là, vraiment, t'es sur un truc d'expert. Ouais, là, j'ai Sur déjà Photoshop, doit y avoir des Ah trucs ouais, comme ça. j'ai déjà vu. Oh bah bien sûr. Il y a des geeks de malades, des mecs Ouais. sont trop forts et Ouais. tout. Ils font des tutos de malades sur internet. Même dans le matos photo, dans les, tu sais, des tests, des tests matos. De fin fond. Ouais, d'un gars fin fond dans une cabane au Canada. Est-ce que Il tes est là à essayer un petit trépied, tu vois, genre pour prendre une fleur en photo et tu dis, ouais, je sais quoi ce truc. Moi, il y a des fois où je tape, tu vois, sur YouTube, et j'espère qu'il y a un taré qui a pensé à la même idée que moi. Tu sais, tu tapes un nom de matos et un autre. Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc? Et tu tapes t'espères, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait? C'est trop bien. Ah, rien que tu tapes déjà how to, Ouais. les 3 petits points, tu vois toute la liste de trucs. Il y a des trucs, c'est Ouais, incroyable. c'est- Moi, j'avais pas ça à mon époque. Hein. Ouais, c'est Encore vrai. une fois, je vais parler comme un boomer. Mais moi, j'ai appris sur le tas tout seul. Ouais. Il y avait pratiquement pas internet, c'était vraiment les balbutiements, c'était l'enfer pour trouver une information. Moi, c'était les forums. Ouais, bah, ouais, Les forums, moi. terrible. Fallait être un geek pour Tu trouver une poses une information. question, t'espères que dans la semaine, il y a quelqu'un qui a une réponse. Exactement. Non, c'était Ouais, l'enfer. c'est terrible. C'était l'enfer. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire? On a passé un petit peu une petite heure et demie ensemble, 1h40 quand même. T'as des questions pour moi, toi? T'as prévu des trucs? Savoir des trucs. Non, parce qu'on a parlé en fait du lien qu'on avait, De nous, tout. surtout sur tu sais, notre manière de travailler. Ça, tu Tu le dis souvent, tu vois, genre, comment on prépare un shooting toujours avec cette optique un petit peu qui est liée au sport, comme tu vas préparer un match. Tu vois, on a ce lien tous les deux où je sais que on travaille pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a, alors toi, t'as le challenge de vouloir être le meilleur. Oui. Tu l'as déjà dit, Oui, plusieurs oui. fois. Oui. Moi, je peux, Toi, c'est différent. moi, je peux pas le faire parce que c'est impossible de dire je suis le meilleur photographe. Ça n'existe pas parce que c'est un milieu artistique. Il y en a qui trouvent que je sais péter ce que je fais et il y en a Ouais. qui adorent. Donc en fait, ça veut rien dire. Mais par contre, de le faire d'une manière
où tu vas t'entraîner Ouais. mentalement, créer ton équipe, bien les briefer avant. Donc, comme quand tu coaches tes jeunes avant, t'entraîner avant, ton matériel, etc. Donc, en fait, cette approche que t'as toi aussi avec la vidéo, de quand t'arrives sur le shoot, t'es en mode méta sportif. Je pense que c'est Tu vois huiler son process, toi comme moi, c'est avoir été un quarterback, quoi. Genre, c'est huiler son process. Toi encore plus, parce que t'as une équipe, tu vois, c'est dire, j'ai préparé mon truc et au game day, bah, ça déroule comme mon game plan. Ouais, c'est ça. Je pense avoir, si t'as eu l'opportunité de coacher un jour dans ta vie, tu vois, sur un camp, des petits jeunes, un pote à toi, tu vois, genre tu vas faire un tennis avec lui, tu le coaches, et ben en fait tu t'aperçois que tu te dis, mais comment moi j'aurais aimé qu'on m'explique. Et je te jure que ça, c'est vrai que c'est un truc important, je viens de le réaliser là. Que c'est vrai que quand tu te mets à la place de la personne à qui tu parles, il faut que ce soit compréhensible, limpide, etc. Et c'est vrai que c'est cette manière-là, par exemple, moi je déteste les tutos ou les gens qui vont t'expliquer quelque chose où il y a 1 milliard de termes techniques. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaît pas. Il se cache derrière des termes techniques. Pour moi, la clé, c'est quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose avec des termes ultra simples. Pour moi, c'est lui le boss. Ouais. Tu vois, quant au foot américain, par exemple, moi, je me rappelais quand je coachais les petits, tu peux pas donner des termes Oui, trop techniques. Ouais. Tu vas le parler sur un QB, même- des drop back, Il y a beaucoup de release, de machin. Et Le gars, déjà, de quoi tu parles? Déjà, beaucoup d'anglicisme. Il y a des gars qui parlent pas De anglais. fou. Et t'as des coachs, ils enchaînent parce qu'ils estiment que c'est à toi d'être à la hauteur et de connaître le lexique, machin. Non, frère. Il y connaît rien, le pauvre. Apprends-lui les bases Ouais. et tu montes au fur et à mesure. Donc, en fait, cette logique-là, c'est pareil quand tu as tes clients. Tu vois, faut les éduquer. Ils connaissent pas tout, pas tous les trucs techniques. C'est pas leur rôle. Un mec de marketing, il connaît pas ton matos photo. Ouais. Il en a aucune Et idée. ils s'en foutent aussi. Ils s'en foutent C'est normal qu'ils complètement s'en de sa foutent. technique. Donc, il faut lui expliquer ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui est réalisable, ce qui est pas réalisable. Toi, pareil en vidéo. Tu vois, comment je vais monter la vidéo, comment je vais parler à l'athlète, comment je vais, tu vois, arriver à les, en gros, tu les coaches. Très clairement, tu les coaches et c'est une approche sportive. Et quand tu l'as vécu, ce truc-là, je trouve que c'est plus facile. En plus, vu que nous, on s'adresse à des athlètes, tu vois, c'est peut-être moins évident dans d'autres métiers. Mais nous, qui sommes sportifs et on parle des sportifs et on parle des marques de sport, c'est quand même un peu plus simple. Ouais, ça c'est totalement lié. Bah écoute, ça c'est un truc qu'on partage, mais ouais, c'est intéressant. Toi, pas forcément, les gens avec qui tu bosses sont pas forcément des sportifs, mais au moins il faut avoir cette sensibilité, je pense. Non, mais déjà, j'arrive à reconnaître déjà ceux qui sont passionnés. Oui, simplement. Tu vois qu'il des fois il y a des clients et ils sont dans le market, ils sont tombés dans cette boîte parce qu'ils ont eu une belle opportunité, donc ils font leur job et tu vois certains, ils sont transcendés par leur truc. Oui, ils ont Tu vois, et ouais, dans des clubs, dans des fédés, tu vois que les gars ils vivent pour le sport, ils connaissent bien, ils connaissent les performances de leurs athlètes, tu vois, ils vivent pour ce truc-là. Tu vois, donc t'as vraiment plusieurs personnes. Tu sais comment tu parles quand t'as capté un peu le brief. Quand le gars il t'envoie un brief, tu sais tout de suite. Oui, Tu c'est sais- vrai tu- ça. Ah, tu sais tout de suite. C'est vrai ça. Suivant les petites informations qu'il te donne, quand il t'appelle au téléphone, il te parle de l'athlète, il te donne des détails sur l'athlète. Ouais, il a fait ça, il a fait ci. Et il y en a, ils vont juste te parler basiquement d'un brief qu'ils De ont leurs reçu. besoins, Ouais, etc. exactement. Ouais, je suis totalement aligné là-dessus. J'ai vécu les deux. Donc c'est pas mal. Bah écoute, Rémi, qu'est-ce qu'on a à dire pour terminer ce podcast? On a fait déjà pas mal un grand tour. Moi j'ai ma question que je donne à la fin. Je devrais avoir qui dans la chaise, du coup dans cette chaise, parce on va rééchanger pour le prochain guest. Je dois avoir qui dans cette chaise pour avoir un bon podcast? Un pote à toi avec qui t'as bossé, quelqu'un dans le monde du sport? Fais venir Kevin. Bah totalement. Kevin, j'aime son profil parce que pour ceux qui le connaissent pas, Kevin, c'est un gars qui fait de la vidéo, du montage et c'est un couteau suisse. C'est un mec que j'ai rencontré sur une tournée Puma, un mec qui monte dans le taxi en même temps, etc. Et il est très frais, très jeune, très dynamique, très très bon basketteur, très stylé. Et de son approche de quelqu'un de très jeune qui vient d'arriver, etc. Et de là où il en est, et de sa manière de voir les choses, c'est cool aussi parce que quand tu vois des anciens, tu vois par exemple Brice qui est un ancien joueur, machin qui découvre, mais c'est cool d'avoir des avis aussi de petits jeunes et qui découvrent un peu le monde que nous on n'a pas connu parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont très frais. Ça peut être cool aussi. Ouais, Kev, de voir un peu leur vision quoi. Kev totalement, il passera. Les gars, vous voyez des projets à moi. Kevin a été dessus, juste vous le savez pas. Donc c'est sûr que Kevin passera dans la chaise. Ouais, ce sera un des prochains que je fais passer. En fait, j'essaie de lisser les créatifs un peu sur ce podcast. Ouais, sinon, bien sûr. je sais que je ferai 4 semaines où il y aura 8 photographes, ce sera un peu dur, mais je le ferai Ouais, passer. parce que moi je parle des gens que je connais dans ce milieu-là, mais après oui, il y a plein d'athlètes, plein de journalistes que tu as interviewés, c'est très intéressant, c'est très cool ça. Bah tu vois, ça t'es donne une bonne runner, vision. Kevin, c'est mon deuxième cadreur derrière. Ouais. Et à un moment, Ouais, on j'ai passe vu, rayon ouais. basket, on est vraiment passé rayon Ouais, basket. il lui je lui ai apprend, attrapé son stabilisateur et c'est lui qui lui a appris à faire tourner le ballon. Trop quoi. stylé. Attends, Ouais, trop quel cadreur te fait ça, quoi? Le cadreur qui te fait ça aussi. L'équipe, pensez à bien mettre 5 étoiles sur Spotify, pensez bien à vous abonner sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé passer ce moment avec Rémi. On vous mettra son Instagram dans les commentaires, dans la bio du podcast pour que vous puissiez le suivre. Et puis voilà, c'était Podium, épisode 21. T'as l'épisode de Dion Sanders.
T'imagines? Ouais, C'est Achille la classe, 21. hein. Achille 21. Achille 21 aussi. Voilà. Voilà. Trop cool, stylé. Pour les gens, Non, pour les gens de différentes générations. C'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé. Et puis voilà, hein. Bonne journée. J'espère que c'était cool. Bye. Salut Au à revoir. tous. Salut. Merci.